Au bord de l'extinction de l'humanité en raison de l'apparition de monstres, un mage est apparu pour sauver sa race de tout ce chaos. Il utilisait notamment une magie qui se faisait au prix de sa propre force vitale, appelée magie noire. Avec son sang, il pouvait invoquer une armée de morts vivants. Et à la fin, ce type de magie noire a été utilisé pour sauver l'humanité des ténèbres même. Au milieu de cette crise, c'est lui qui était responsable du sauvetage de tout le monde, mais sa fin a été en fait assez tragique. Malgré cela, avant sa mort, le héros a laissé une dernière phrase. Et en paraphrasant le mage, ce qu'il a dit, c'est que sa malédiction changerait ce monde. Cependant, après la disparition du héros, le monde est entré dans une ère de paix comme jamais auparavant. Puis, 100 ans plus tard, dans le village de Floss, la pluie matinale tombe sur les tournesols en fleurs. Et pendant ce temps, le protagoniste de notre histoire demande ce que Violet fait chez lui. La fille répond qu'elle ne fait que porter les fleurs. Mais de toute façon, ce que le garçon voulait vraiment savoir, c'était pourquoi elle arrosait son visage. Quelque temps plus tard, dans ce même village, alors que des enfants jouaient et que des gens marchaient aux côtés d'êtres extraordinaires. Dans un certain bar, ce garçon blond commandait quelque chose à manger pendant que tout le monde arrêtait ce qu'il faisait juste pour l'admirer. Avec peu d'attente, le propriétaire de la taverne livre la commande. Et lorsqu'on lui demande si cela convient au goût de leur Louis, il répond que oui. Au fait, le serveur demande si le protagoniste a entendu la rumeur selon laquelle le village voisin a des problèmes à cause d'une épidémie. Et l'employé chauve pense que c'est peut-être pour ça que son ami n'a pas pu le contacter. Par conséquent, ce qui vient à l'esprit du serveur, c'est que cela ne peut être que l'effet de la malédiction du héros, ce que Lewis conteste. Malgré cela, l'homme chauve commente que cet endroit est assez différent de d'habitude. C'est ce qu'il appelle l'épidémie d'amour à cause de la présence de Lord Lewis ici. Lewis à son tour se sent mal à l'aise, alors l'homme chauve commence à partir en s'excusant. Ainsi, le protagoniste peut enfin être seul et profiter de son repas. Mais comme toujours, la paix dure peu, et le héros est interrompu par une elfe qui demande si le garçon est avec quelqu'un. Avec un sourire, elle explique que ce n'est rien d'important, mais précise qu'une fille de sa guilde a dit qu'elle l'aimait. Et cette fille en particulier n'avait jamais dit ça à personne auparavant. À cause de cela, l'elfe demande si Louis est intéressé à sortir avec le groupe pour boire un verre ou manger quelque chose. Cependant, de manière inattendue, le protagoniste demande combien il sera payé pour cela. Il révèle qu'il est payé pour manger là-bas, alors il demande à nouveau combien vous serez payé. Et avec une expression charmante, il se demande si la fille s'est déjà arrêtée pour penser à quel point ces situations sont difficiles pour lui. Malgré toute l'arrogance, cette atmosphère angélique crée une sorte de rejet agréable. Et inévitablement, c'est l'elfe qui se sent mal d'avoir même envisagé de parler à quelqu'un d'aussi éloigné de sa réalité. C'est pourquoi elle n'y pense pas à deux fois avant de s'enfuir. Ensuite, le protagoniste retourne manger tout en se demandant s'il est trop méchant. Malheureusement, il croit qu'il n'a pas le choix car donner de l'espace pour que les sentiments des autres grandissent a déjà causé des problèmes dans le passé. Cependant, au fond, Lewis apprécie toujours vraiment le sentiment d'être adoré pour sa beauté. Tout le temps, les gens veulent savoir où il va, quand il mange, et évidemment, quels vêtements il choisit de porter chaque jour. Ils veulent suivre tout ce que le garçon fait comme un véritable influenceur. Naturellement, toute cette obsession amène les gens à s'humilier pour même la plus petite des interactions, comme le cas d'un type qui s'est agenouillé et a pleuré juste pour lui serrer la main. En fin de compte, c'est en effet une vie assez intéressante pour le garçon. Soudain, cette même fille de tout à l'heure salue le protagoniste, en lui demandant si son surnom est vraiment Dieu de la beauté. Elle avoue qu'elle a découvert que Lewis avait fait des choses stupides comme refuser une invitation à la ville impériale à cause de son apparence. Cependant, à son avis, cela ne le rendait que plus intéressant. Quoi qu'il en soit, la fille a demandé d'oublier ce qui s'est passé avant et d'avoir une conversation amicale, mais le protagoniste demande qui elle est. Et au cas où elle voudrait aussi une poignée de main, Louis lui demande de revenir une autre fois car c'est quelque chose de stressant. La fille tremble de rage, pensant qu'elle n'oubliera pas ça et commence à rire de façon incontrôlable. Cependant, bientôt la haine devient plus forte, la faisant dégainer son épée. Elle crie, en traitant le garçon d'ordure, et en lui demandant s'il veut vraiment mourir. Mais à ce moment-là, un énorme fan s'avance devant elle, en disant que la seule qui peut toucher Lewis, c'est elle, ce qui intimide rapidement l'aventurière. Ainsi, ce fan monstrueux leur ordonne de ne pas s'en prendre à son amour et disperse le groupe. Cependant, alors que le protagoniste s'éloigne, l'aventurière s'accroche à cette haine ainsi qu'à la conviction que si elle ne peut pas l'avoir, personne d'autre ne l'aura. Quelque temps plus tard, déjà pendant la nuit, deux personnes mystérieuses s'approchent de la maison du garçon. Ils regardent à travers la fenêtre, et bien qu'ils admettent que Lewis est beau, ils pensent toujours qu'ils sont meilleurs, ce qui est évidemment une illusion. Mais en changeant de sujet, ces deux-là demandent s'ils auront un rendez-vous s'ils le tuent. Et l'aventurière d'avant doit être d'accord, même si c'est un mensonge. L'elfe à son tour demande s'ils doivent vraiment aller aussi loin, puis l'autre fille du groupe est d'accord. Cependant, la chef les bouscule juste, en leur disant de se pousser du chemin car elle est déjà déterminée à détruire Lewis si elle ne peut pas l'avoir. Quoi qu'il en soit, elle se retourne en souriant, en leur disant de finir ça rapidement.
mais elle désespère parce qu'elle voit les pions vaincus sur le sol, et juste quand elle entend un bruit derrière elle, ses compagnons finissent dans le même état. Enfin, la responsable de cela apparaît au flanc de l'aventurière avec un couteau, en lui demandant si elle est le cerveau. Avec son cœur battant, la fille est impressionnée par la vitesse de cette personne. Et avec quelqu'un comme ça étant là, elle s'interroge sur son identité jusqu'à ce qu'elle désespère encore plus en réalisant qu'elle fait face à Violet. D'une manière très trompeuse, l'aventurière demande pourquoi elle est menacée. Ensuite, le garde du corps de Lewis jette l'intruse en arrière et l'avertit avec une expression très hostile que les fleurs sont faites uniquement pour être regardées. Par conséquent, il est impardonnable que quelqu'un comme elle ait essayé d'en cueillir une sur le sol. Quoi qu'il en soit, Violet conseille à l'aventurière de simplement regarder dans sa prochaine vie. Ceci est suivi d'un cri. Mais comme c'est quelque chose de routinier, cela ne réveille même pas Lewis. Quelques heures plus tard, Morny arrive dans la ville comme tous les autres jours, et quand le protagoniste quitte la maison, il salue Violet. Quoi qu'il en soit, il attire son attention en lui demandant si elle n'avait pas déjà arrosé les fleurs la veille. Ensuite, la fille décide de donner l'excuse qu'elles étaient presque sèches la nuit précédente. Au fait, Violet demande quand le garçon descendra au village car ils seront à court d'argent. Et comme il s'ennuie, elle suggère qu'il travaille comme passe-temps, mais Lewis refuse car il veut seulement vivre une vie paisible sans se soucier de quoi que ce soit d'autre. En fin de compte, il pensait que sa vie ne serait qu'une mer de plaisir, mais un mois plus tard, quelque chose s'est produit. Il a vraiment regretté de descendre au village, même si ce n'était que pour une courte période. Il pourrait vraiment s'agir de cette épidémie dont parlait le propriétaire du restaurant plus tôt. Et étant une personne normale, le protagoniste n'a pas pu s'empêcher d'être infecté aussi. Violet, à son tour, est restée au chevet du garçon tout le temps en pleurant sur son état. Cependant, Lewis n'était pas complètement triste car il mourait à son apogée et avec de nombreuses bonnes expériences. Au moins, c'est ce qu'il essayait de se convaincre car à la dernière seconde, il a pleuré, en confessant qu'il ne voulait pas partir. Et ainsi, avec Violet hurlant à côté de lui avec inquiétude tout en lui disant d'ouvrir les yeux, Lewis est décédé. Cependant, après un certain temps, une compétence appelée résistance à la mort du descendant de la magie noire a été activée. Et ainsi, lors d'une nuit ordinaire, le protagoniste s'est réveillé dans une forêt, se demandant toujours s'il rêvait. Incroyablement, il pensait vraiment que tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Il a simplement décidé de vérifier son beau visage après une si bonne nuit de sommeil, mais ses yeux semblaient plus profonds et son visage plus pâle qu'avant. Donc, après quelques secondes de réflexion, Lewis s'est demandé ce que cela pouvait être. Et quand il s'est rendu compte qu'il s'était transformé en un squelette horrible, il est évidemment tombé à genoux sur le sol. Un soldat squelette de niveau 1 avec le titre de bâtard et des statistiques minimales. Dans un endroit éloigné, 486 rangs et chevaliers ont participé à une expédition pour conquérir un donjon. Cependant, à la fin, 100% d'entre eux ont été anéantis par les dangers de l'endroit. C'est parce que le boss de ce donjon était un boss que même les aventuriers de rang S auraient du mal à affronter. C'était le seigneur des ombres et dragons noirs appelé Atrox. Au moins, c'est ce qu'un chevalier errant a entendu parler de ce jour fatidique. Cependant, de manière inattendue, lorsque Lewis a rencontré cette bête, elle est tombée amoureuse du garçon. Et quand le protagoniste a demandé si elle l'aimait autant, la réponse de confirmation était plus que claire. À la surprise des soldats, le dragon noir se roulait même sur le dos. Alors en voyant ça, un autre aventurier a commenté que le garçon valait vraiment chaque centime. Le chef de guilde pensait que c'était impossible, mais Unidragon était tombé sous le charme de Lewis. Et en ses 30 ans en tant que chasseur, il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Le chef à son tour savait que même la magie de niveau le plus élevé ne serait pas capable de subjuguer ce dragon. Il est donc devenu clair que ce qui se passait était quelque chose de plus noble et de plus puissant que de la magie. C'était l'effet d'une beauté écrasante. Et comme cela se produisait uniquement à cause de l'apparence, cela a fini par être un peu décourageant pour les guerriers. En effet, être beau est un énorme avantage, et pour recevoir le salaire d'un mercenaire de classe S, tout ce que le garçon avait à faire était de montrer son visage. Avec cette apparence, il pourrait facilement profiter de la richesse et de l'honneur à tout moment. Par conséquent, notre héros réfléchit maintenant à tout ce qu'il a perdu et se sent assez déprimé. Soudain, un groupe de gobelins apparaît, et le chef demande quel est ce squelette pour entrer dans leur zone. En plus de cela, il déclare que le squelette a l'air hideux, puis crache en plein milieu du front de Lewis. Naturellement, le protagoniste s'enfuit désespéré en pensant que quelque chose comme ça doit être un rêve. Il ne devrait pas y avoir de gobelins là car on ne les trouve que dans les donjons. Mais à ce moment-là, le protagoniste cesse de courir parce qu'il se souvient que ce n'est pas un comportement digne du grand Lewis. C'est pourquoi il déclare qu'il n'abandonnera pas à cause de quelque chose comme ça et se retourne, disant qu'il survivra d'une manière ou d'une autre. Cependant, juste au moment où il pensait qu'il serait facile de s'occuper d'un ou deux, il est frappé au crâne par l'un des clubs monstrueux. Ainsi, un trou est créé dans son crâne, et tout en étant battu, le protagoniste se souvient qu'en vérité, il n'a jamais eu de combat de sa vie. À la fin, le grand Louis a été traité comme ça par de simples gobelins. Dans le passé, le protagoniste a rencontré ces monstres une fois,
mais a gardé une expression confiante et les a intimidés. Après tout, il n'était rien de plus que de simples monstres de bas niveau. C'était ainsi qu'il vivait, mais dans sa nouvelle vie, la réalité était d'être piétiné par ces petits monstres. Jusqu'à ce que soudain, un projectile arrive à grande vitesse et frappe l'agresseur. Puis un humain et une armure de chevalier ont sauté sur le second et l'ont achevé également. Pendant ce temps, Lewis est resté allongé sur le sol complètement immobile. Heureusement, aux yeux de ces aventuriers, il croyait qu'il s'agissait des restes d'un humain mangé par des monstres. Par conséquent, le clerc a fait une prière, mais la vérité était que le garçon ne pouvait tout simplement pas se lever parce qu'il ne pouvait pas bouger. À un certain moment, le héros se lève et les remercie pour leur aide. Puis, à cause de sa vie passée, il propose un repas ensemble en guise de récompense. Mais son apparence est terrifiante, et sa tête est arrachée en un instant. Après tout, les aventuriers ont immédiatement pensé qu'un squelette parlant devait être un démon. Entre monstre et personne, Lewis essayait maintenant de comprendre comment il avait fini là. Et en tout cas, il a décidé de rentrer chez lui. Un peu plus près du soir, le garçon arrive au village, mais la situation est différente d'avant. Peut-être à cause de la peste ou parce que c'est un rêve, tout est détruit, mais cela n'a toujours pas de sens que les fleurs se flétrissent. Quoi qu'il en soit, la maison de Violet ressemble à la même, alors le garçon décide d'y aller pour regarder de plus près. De façon inattendue, l'endroit est ouvert, mais à en juger par les bouteilles sur le sol, Lewis croit qu'elles ne sont pas à Violet car elle ne boit pas. Quoi qu'il en soit, en parlant d'elle, dès qu'elle voit un squelette envahissant, la fille enfonce son épée dans le monstre. En effet, pour une raison quelconque, c'est elle qui a bu toutes ces bouteilles. Et tandis que le protagoniste recevait un coup de pied au visage, il pensait qu'elle était un gâchis complet. Inévitablement, il a été jeté contre le mur, et son bras squelettique a été arraché et jeté au loin. Pour une raison quelconque, elle s'était beaucoup énervée pendant son absence. Malgré tout, le protagoniste a demandé à la fille d'attendre pendant qu'elle s'approche. Soudain, Violet disparaît et réapparaît derrière le garçon questionnant son identité. Pour elle, le fait qu'un monstre puisse agir comme un humain et prétendre la connaître était très étrange. Puis sans même réfléchir, le protagoniste a répondu qu'il était Lewis, ce qui l'a définitivement frappé. La vérité est qu'il ne savait pas non plus pourquoi il était devenu un squelette. Cependant, à ce moment-là, il a été claqué au sol brutalement par son ancien compagnon, ce qui lui a fait ressentir beaucoup de douleur. Que la fille saisit le crâne du squelette et prépare une attaque pour en finir une fois pour toutes. Violet se met en colère plus que jamais parce qu'un monstre essaie d'imiter quelqu'un qu'elle connaît, mais le protagoniste insiste tout le temps sur le fait qu'il dit la vérité. Inévitablement, le couteau se rapproche, et la deuxième mort de Louis semble imminente. Cependant, juste à l'instant avant sa mort, il crie à propos des fleurs. Dans le passé, le passe-temps le plus courant de la fille était d'arroser les plantes et parfois Louis. Un jour, le protagoniste a demandé pourquoi elle continuait à l'appeler des fleurs, et en réponse, elle a dit que Louis était aussi beau qu'une fleur. Il a donc inévitablement dû accepter que ce n'était pas un si mauvais surnom. De retour au présent, soudain, quelques gouttes d'eau tombent sur le visage du garçon, suivi du couteau tombant à côté de lui. C'est parce qu'en entendant cette déclaration, la fille se met à pleurer. Pratiquement submergée par ses émotions, elle demande si c'est vraiment Louis là jusqu'à ce qu'elle l'embrasse, révélant qu'il lui manquait beaucoup. Quelque temps plus tard, déjà à l'aube, la fille explique que Louis était mort depuis 1 an et que beaucoup de choses s'étaient passées à sa surprise. Quoi qu'il en soit, le protagoniste demande pourquoi ils sont assis dos à dos. Alors Violet répond qu'elle s'y habitue encore, ce qui fait que Louis se sent exclu. Quoi qu'il en soit, la fille révèle qu'un démon est apparu, le faisant se concentrer sur cela. On disait qu'une guerre avait éclaté à cause des démons et que certains royaumes étaient déjà anéantis. Cependant, elle ne pouvait pas quitter cet endroit plein de souvenirs. En résumé général, c'est ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il se présente, et c'est pourquoi il y avait des gobelins à proximité. Après avoir réfléchi un peu à tout, le protagoniste appelle la fille et demande s'il y a une chance de revenir à la façon dont les choses étaient autrefois. Puis, de façon inattendue, elle lui demande de ne pas s'inquiéter d'un air assez joyeux, disant qu'elle connaît un moyen de rendre à Lewis son visage d'origine. Alors, quelque temps plus tard, les deux se sont rencontrés au sommet de la montagne à côté de la cabane. Lewis était déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour retrouver son corps précédent. Et pendant ce voyage, Violet pourrait être en danger, alors il lui a demandé si elle le suivrait toujours. Sans même avoir à trop réfléchir, la fille a répondu oui puisque son travail était d'arroser les fleurs. Sans rien de plus à discuter là-bas, le voyage des deux pour récupérer la beauté de Lewis a commencé. Dans ce monde, il existe une potion de régénération qui reconstruit toute la chair en un instant. Et pour la faire, vous devez rassembler des pattes d'araignée rouge, la queue d'un lézard bleu et un peu de sang de cervère. Et enfin, le dernier ingrédient nécessaire est ce qui est devant le protagoniste, le maître du lac appelé Léviathan. Par conséquent, le héros l'appelle au combat sans aucune sorte de peur. Évidemment, le monstre est irrité par l'audace de cet horrible bâtard. Et plus que cela, il s'inquiète parce que le squelette ressemble à quelqu'un qui pourrait être brisé à tout moment. Par conséquent, le Léviathan hésite, se demandant s'il y a un plan derrière cela.
Lewis demande alors si le monstre a peur avec un sourire sarcastique. Et enfin, le maître du lac est consumé par la fureur et charge après Lewis comme prévu. Ainsi, après une courte période de course, il crie pour que Viola apparaisse. Au moment où la commande est donnée, la fille apparaît au-dessus du monstre avec ses couteaux prêts à poignarder. Le Léviathan, à son tour, n'a que le temps de réaliser à quel point il a été manipulé avant de rencontrer sa fin avec une attaque. Peu de temps après, les compagnons se rassemblent avec tous les ingrédients déjà placés dans la fiole. Maintenant, la potion de régénération, qui était un objet béni par un ange, avait été fabriquée. Et incroyablement, cela n'a fonctionné que dans un endroit où les fleurs de cerisier étaient en fleurs. Sans perdre de temps, le héros décide de le tester, mais la fille l'arrête rapidement. Pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, elle fait une petite coupure sur sa main et explique qu'elle va d'abord le tester sur elle-même. Donc, juste une goutte de la potion, une lumière incandescente apparaît en même temps que la descente d'un véritable ange qui bénit la main de la fille à la surprise du protagoniste. Dans ce cas, maintenant Violet remet la potion à son compagnon pour qu'il la teste, ce qui le rend assez réfléchi. Il comprend qu'il doit dire quelque chose et appelle la fille. Et peut-être pour la première fois, il admet que sans elle, il ne serait rien, alors il la remercie du fond du cœur. Lewis brise le seau de la potion et la soulève au-dessus de sa tête. Pour lui maintenant, toute cette souffrance d'être laid serait terminée. Toute la souffrance de la vie pathétique qu'il a vécue, même si ce n'est que pour une courte période. Ainsi, Lewis pleure aussi en brisant le récipient car s'il pouvait retourner dans le passé, il n'aurait pas été aussi mesquin qu'il l'était. Les effets commencent à s'emparer du protagoniste, mais de façon inattendue, son bras se dissout sur le sol comme s'il avait été exposé à l'acide, laissant Violet très inquiète. Il est naturel que Lewis ne comprenne pas ce qui se passe, alors un peu plus de temps passe jusqu'à ce que tout devienne clair. Après cela, Violet ne sait même pas quoi dire parce que le protagoniste ne cesse de se cogner la tête contre le sol même si elle lui demande de se calmer. Lewis, à son tour, se demande s'il devrait vraiment se calmer puisqu'il n'y a aucun moyen que cela puisse arriver quand il ne peut pas revenir à la normale. Il demande s'il doit vraiment vivre comme ça pour toujours s'il ne peut pas se régénérer. Alors Lewis crie, se demandant s'il a vraiment fait quelque chose de mal, et perd ses forces en réalisant qu'il ne pourra pas revenir. Dans ce cas, il croit aussi qu'il n'y a aucune raison de vivre et envisage de tout finir là. Naturellement, Violet se sent très mal de ne pas pouvoir aider son compagnon, et elle essaie de le convaincre qu'il existe une autre solution. Mais la conversation est interrompue par l'arrivée d'un être mystérieux qui soulève la poussière avec une explosion. À cause de cela, Violet se place rapidement devant le garçon pour le protéger et lui dit de courir aussi vite que possible. C'est parce que ce qui se trouve devant eux a une corne, des cheveux rouges, des yeux rouges et des dents pointues. Par conséquent, avec cette aura, elle n'a aucun doute que cet être est la véritable reine des démons. Une fois de plus, Violet a demandé au garçon d'essayer de courir, en disant qu'elle gagnerait du temps. Cependant, ce que fait le protagoniste, c'est demander une faveur puisque, en tant que reine des démons, elle doit être très forte. Et ce qu'il demande, c'est qu'elle mette fin à cette vie pathétique. Pour le démon, se faire demander d'être exterminé alors que quelqu'un est déjà mort est assez intéressant. Mais le plus curieux était qu'à ce moment-là, le garçon était dans un état de moitié vivant, moitié mort. Quoi qu'il en soit, elle déclare qu'elle réalisera son souhait, et Lewis accepte volontiers son destin. Parce que dans son esprit, s'il ne peut pas revenir en arrière, il vaut mieux en finir ainsi. Cependant, Violet était quelqu'un qui ne laisserait jamais son compagnon faire une chose pareille. Et sans même consulter Lewis sur ses souhaits, elle l'a simplement repoussé. Puis avec un sourire, elle lui a demandé de rester en vie et de ne pas oublier que même maintenant, il y a encore des gens qui souhaitent le protéger. De cette façon, Violet se tient face à face avec le démon, et un affrontement entre les deux est imminent. Bientôt, la jeune fille se déplace rapidement, faisant des entailles rapides contre la carcasse de la reine des démons. Et même si c'était quelque chose de superficiel, cela lui fait réellement mal, la faisant piétiner le sol avec force. Après avoir mieux réfléchi en regardant sa blessure, son visage se fend d'un rire sincère qui se transforme bientôt en un ricanement désespéré. Puisqu'elle a été blessée, le démon accepte de s'occuper correctement de la jeune fille et active l'œil de Lucifer. Ainsi, sa puissance de combat augmente avec sa vitesse, ce qui fait même remarquer Violet. Au début, elle avait l'intention de se défendre, mais son couteau a été cassé en deux parce que les yeux de Lucifer peuvent voir à travers les sens, rendant les blocs inutiles. Même ainsi, la jeune fille a attaqué à nouveau et a une fois de plus réussi à blesser le démon, la rendant encore plus intéressée. La reine a répondu par une frappe censée être inattendue, et pour la première fois, un adversaire non seulement a esquivé, mais a également contre-attaqué. À cause de cela, le niveau d'admiration du démon pour Violet atteint le point de lui offrir une place à ses côtés. Elle ne peut vraiment pas comprendre pourquoi une humaine si forte se risquerait pour un squelette. Puis Violet a expliqué avec un sourire qu'elle avait promis d'arroser les fleurs, et qu'un démon obsédé par le meurtre ne pourrait jamais comprendre le sentiment de perdre quelque chose de précieux. De façon inattendue, même la reine avait quelque chose comme ça caché, et se le rappelait l'a profondément irrité. Quand tout semblait perdu pour Violet, une voix a crié non. C'est parce que, une fois de plus,
Seigneur Lewis a décidé de se jeter dans ce danger. Évidemment, Violet l'interroge, mais le protagoniste est convaincu qu'il n'a plus rien à perdre. Le démon à son tour commence à être dérangé par une lumière qui ne cesse de venir. Mais quand elle l'analyse mieux, elle réalise la vérité grâce à son œil de Lucifer. La personne qu'elle voyait n'était pas ce squelette, mais Lewis lui-même. Il y a quelque temps dans le château de la Reine des démons, un démon a crié que c'était impossible. Il était absurde de croire qu'il cherchait réellement la paix. À cause de cela, un canard supérieur des commères est apparu demandant la raison de l'agitation. Ainsi, il a été expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi la reine n'attaquait pas les humains puisqu'il avait surveillé à travers l'orbe de cristal. Inévitablement, le canard a immédiatement compris de quoi il s'agissait. Pour clarifier, il a expliqué que la reine était tombée amoureuse d'un humain. Et puisque le soldat démon ne le croyait pas, il a été montré que dans tous les coins du château, il y avait quelque chose lié à Lewis. Le démon a demandé si c'était de la magie, mais cela n'a fait qu'irriter le canard. Enfin, il a expliqué que dans sa patrie, ce genre de comportement était appelé un fandom. À cause de cela, de retour au présent, la reine court désespérément et se jette sur le protagoniste, pleurant toutes les larmes de son corps alors qu'elle explique combien il lui a manqué, tandis que Lewis est naturellement laissé sans voix. Jusqu'à présent, même après des centaines d'années, il n'y a eu que 10 rois démons, et parmi eux, la plus grande de tous était la reine connue sous le nom de Dragon Noir Atrox. Tant que le Dragon Noir existait, ce n'était qu'une question de temps avant que l'humanité ne soit complètement détruite. C'est ce qu'ils avaient l'habitude de dire, mais maintenant elle criait et languissait dans les bras du protagoniste comme un enfant. Quelque temps après la réunion, Atrox est mise à jour sur ce qui s'est passé. Cependant, elle trouve horrible que le garçon soit réapparu sous la forme d'un squelette aussi désagréable. Quoi qu'il en soit, puisqu'il a dit qu'il cherchait son corps, Atrox lui dit de ne pas s'inquiéter car elle l'aidera certainement dans ce voyage pour retrouver sa beauté perdue. Violet, d'autre part, crie au garçon de ne pas lui faire confiance car c'est un démon. Mais le protagoniste l'arrête et demande simplement si Atrox veut vraiment l'aider. Alors le démon répond, oui, parce qu'il y a toutes sortes de dangers répartis dans le monde humain. Et pour elle, la jeune fille à côté du protagoniste est trop faible pour le protéger. Se sentant attaquée, Violet déclare que c'est elle qui protège les fleurs là-bas et qu'en échange, Louis la protégera. Cependant, cette déclaration remplit la reine de rage. Dans ce cas, elle crie en questionnant pourquoi Violet a laissé Louis mourir il y a un an en la faisant taire. En tout cas, le démon sait qu'il est encore difficile pour le protagoniste de lui faire confiance. Alors, rougissant d'embarras, elle suggère que les deux signent un contrat de serviteur et maître, ce que, bien que le protagoniste ne comprenne pas, Violet comprend et s'irrite profondément. Quoi qu'il en soit, un certain temps passe et bientôt, alors qu'un lapin mange une carotte paisiblement, une explosion l'envoie voler au loin. C'était le résultat du contrat démoniaque, où avec la pénalité de l'anéantissement de l'âme, Atrox s'est engagé à aider Louis jusqu'à ce qu'il retrouve sa beauté. Maintenant que tout était réglé, le démon a dit qu'elle ferait de son mieux. Et puisqu'elle ne s'était pas présentée auparavant, elle a expliqué quel était le dragon noir Atrox. Lewis, à son tour, la surprend en disant qu'il est difficile de l'appeler par ce nom. Alors, puisqu'elle est un démon, mais aussi gentil et aussi un dragon, il décide de lui donner le nom de Petit Dragon. Les dragons ont leur nom transmis de l'héritage familial à travers les générations. C'est pourquoi être appelé Petit Bon Dragon ou Petit Dragon est quelque chose qui affecte la reine. Mais cela l'affecte positivement parce qu'elle pense que c'est un surnom très mignon. Alors la jeune fille saute de joie en disant que Lewis est le meilleur. Maintenant, ils doivent réfléchir à l'endroit où ils vont déménager ensuite. Et sans montrer la discussion, quelque temps plus tard dans un désert, Violet informe qu'ils sont presque au village. Le protagoniste même si son squelette fond à cause de la chaleur. Et quand on l'interroge sur son état, il déclare qu'il ne va pas bien. Quoi qu'il en soit, Violet demande si le garçon se sent à l'aise d'avoir un Trox à ses côtés. Après tout, les démons sont une race qui tue les humains pour le plaisir. Mais dans ce cas, elle avait juste chaud. Alors le héros répond à ses préoccupations en lui donnant une pichenette sur le front. Lewis déclare qu'il se fiche que ce soit un humain ou un démon tant qu'ils veulent l'aider à atteindre son objectif. Le protagoniste dit que depuis qu'il est devenu un squelette, chaque jour a été un enfer. Alors il demande à Violet de ne pas trop s'inquiéter. Après tout, elle est aussi là pour l'aider. Face à cela, Violet commence à penser qu'elle a mal agi, et si elle ne croit pas en lui, personne ne le fera. Alors la jeune fille s'excite en pensant qu'elle est importante. Il n'y a pas si longtemps, ce commentaire du démon sur le fait d'avoir laissé Louis mourir l'a vraiment ébranlé. Alors la jeune fille est déterminée à ne pas laisser la même chose se produire et est déterminée à protéger Louis tout comme elle protège les fleurs. Quelques heures plus tard dans une ville près de la région appelée Arcanus, le groupe entre dans l'endroit par une grotte qui mène sous terre. En bas, il est courant de voir fréquemment à la fois des personnes nécessiteuses et des personnes dangereuses, mais le protagoniste reste joyeux. Voyant cela, Violet avertit que c'est un endroit très dangereux. Mais puisque la jeune fille sait cela et a quand même amené le héros là-bas, Atrox la qualifie de pathétique. Quoi qu'il en soit, elle se jette sur le garçon en disant qu'elle le protégera. Et avec un cri, Violet déclare qu'elle est venue seulement pour obtenir des indices sur l'emplacement du corps du héros. Par conséquent, Lewis félicite Violet,
laissant Atrox derrière tout en s'enquérant du plan. Et à cause de cela, Violet se tourne juste pour lancer un regard noir à la reine avec une expression moqueuse, ce qui la rend furieuse. De cette façon, Atrox crie, appelant la jeune fille pour un combat, mais ne reçoit que plus de dédain. Après quelques heures de plus dans une cabane aléatoire, le protagoniste demande à se reposer. Et puisqu'il n'y a que 2 chambres, Atrox ne réfléchit même pas avant de suivre le héros dans sa chambre. Logiquement, le héros est confus de voir la jeune fille là-bas. Mais quand il l'a interrogée à ce sujet, elle fait une jolie mine, disant qu'ils devront partager la chambre puisqu'il n'y en a que 2. Ainsi, Violet se précipite sur elle, se demandant pourquoi elle essaie de le tromper. Cependant, en un instant, Atrox apparaît derrière la jeune fille, disant qu'elle restera avec Louis. Cela amène les deux à se battre pour l'emplacement dans la chambre du garçon pendant qu'il soupire d'épuisement. Finalement, celles qui ont dû partager la chambre avec les 2 rivales, Atrox, peut à peine supporter le visage de sa colocataire et commence à beaucoup jurer. Alors Violet avertit que jurer est impoli. Mais pour un démon originellement maléfique, quelque chose comme ça n'était pas grave. Quoi qu'il en soit, sans elle, Atrox aurait pu coucher avec Louis, mais Violet dit que tant qu'elle sera là, elle ne laissera pas cela arriver. Ainsi, le démon demande si par hasard. La fille lui demande sa permission, mais en réponse, la compagne du héros déclare qu'elle ne se soucie de rien de tout cela. Puis finalement, après tant de menaces, elle recommence à se battre. Entre les coups de poing et les coups de pied, un coup final des 2 s'entrechoque, générant une pression dévastatrice dans cette pièce de cabine. Les 2 sont blessés, et Atrox est aussi excité que la première fois qu'elles se sont battues. Mais, évidemment, un endroit comme celui-là ne résisterait pas à leur force. C'est pourquoi toute la structure a commencé à se briser. Cependant, ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'elle détruirait également le mur d'une autre pièce, révélant un couple dans leur moment de plaisir. Pour Atrox, c'était amusant tandis que Violet fermait les yeux, mais seulement jusqu'à ce qu'elle remarque un trou dans le mur de la chambre du protagoniste également. Rapidement, les 2 sont entrés dans l'endroit pour demander si le garçon allait bien. Comme il n'était pas là, Etrak a suggéré qu'il pourrait être parti se promener à proximité. Mais bientôt, cette idée a changé parce qu'il y avait un des biens du garçon sur le lit, et il y avait aussi une jambe de squelette trouvée par Violet. Naturellement, le héros n'était pas la technologie pour aller se promener sans sa jambe. Par conséquent, la seule explication possible à sa disparition était que leur Louis avait été kidnappé. Juste après que cette conclusion ait été atteinte, quelque part un peu plus loin, un wagon transportait notre héros parmi les bagages. Et dans cette même région, des gens passaient à grande vitesse. Atrox, qui recherche Louis avec Violet, demande si la fille sait où il est. Alors, heureusement, la fille dit oui et pointe du doigt la maison de vente aux enchères centrale de la ville qui est juste devant. Par maison de vente aux enchères, cela signifie un endroit qui échange non seulement des biens, mais tout. Naturellement, personne ne demande ou n'essaie de savoir où et comment les articles de vente aux enchères ont été acquis. Puisque savoir si quelqu'un a volé ou extorqué n'est pas quelque chose qui compte. Tant que cela rapporte de l'argent, ils mettent aux enchères tout ce qu'ils peuvent trouver. Donc, même le protagoniste pourrait être mis aux enchères malgré son apparence qui ne semble pas très utile. Billette déclare que le monde est plein de fous d'une manière qui dépasse l'imagination, et cela finit même par être une contradiction puisqu'elle voyage avec un démon. Quoi qu'il en soit, soudain, une flèche s'approche en passant près d'Atrox, et Violet parvient à peine à l'attraper. Alors, avec ses mains blessées, elle demande qui est derrière cela. Sans autre choix, 2 gars sont surpris que la fille ait réussi à attraper le projectile d'aussi près. Mais X et Triclas déconviennent que Violet est totalement son type. À cause de cela, ils entrent un peu en conflit pour rivaliser pour la même fille. Et comme tous les yeux sont rivés sur Violet, la reine se sent laissée de côté. Quoi qu'il en soit, l'un des jumeaux se souvient que sa mère leur avait dit de ne pas se battre pour les femmes. Par conséquent, la conclusion folle à laquelle les 2 arrivent est qu'ils devraient la tuer. Ainsi, ils se présentent comme les jumeaux X et Tera, mais juste au moment où ils disent à la fille de se souvenir de leur nom, ils sont tous les 2 brutalement vaincus. Avec cela, Violet appelle Atrox pour continuer la recherche. Avant cela, le démon croit qu'il devrait au moins les interroger. Mais Violet se souvient de la façon dont ils n'arrêtaient pas de parler, et après avoir réfléchi un peu, Atrox accepte de les quitter. Peu de temps après, à la maison de vente aux enchères d'Arcana, le présentateur se prépare à révéler le prochain article, qui est un bien d'herbe. Connu pour être un tueur de dragons, son short est mis aux enchères. Puisque le héros n'a utilisé qu'une seule paire de shorts pendant ses aventures, il représente les difficultés qu'il a rencontrées. Et lorsque les offres ont été placées, quelqu'un a réussi à le ramener à la maison pour 25 pièces d'or. Avec les articles préliminaires terminés, le public attendait déjà depuis longtemps, alors l'article principal a été amené sur scène. Il s'est révélé être une peinture de portrait du protagoniste appelé le mal attractif. On disait qu'à son époque, Lewis était l'homme le plus beau de la Terre avec une perfection bénie par Dieu. Même les monstres tomberaient amoureux de lui, même si sa personnalité était celle d'un criminel. Cela faisait partie de son charme. Cependant, le présentateur a déclaré qu'il était encore trop tôt pour être choqué. Parce que pour l'acheteur de ce portrait, le squelette de Louis serait également donné avec. Logiquement,
il a commencé un discours pour convaincre le public que c'était réel. Cependant, le présentateur lui-même n'y croyait pas, car il l'avait apporté simplement parce qu'il était oisif dans la ville. De toute façon, il savait qu'il était impossible de vérifier la légitimité du squelette. Il a donc simplement demandé aux acheteurs de lui faire confiance, offrant sa garantie personnelle. Que ce soit vrai ou non, quelque chose comme ça excitait la maison de vente aux enchères chaque fois qu'elle était affichée. Parce que même s'il était mort, la possibilité d'être Lewis suscitait un grand intérêt car c'était un ajout unique. Par conséquent, pour l'édition spéciale, il a été annoncé que le prix de départ serait de 100 pièces d'or. Cependant, même si c'était un prix élevé, il n'a pas fallu longtemps à quelqu'un pour offrir 5 cents. Et comme tout le monde s'y intéressait, le prix a dépassé 7 cents, atteignant 8 cents. Le présentateur a alors eu très peur et a demandé si quelqu'un offrirait plus. À sa grande surprise, quelqu'un l'a fait, le laissant euphorique car 1000 pièces d'or serait le prix le plus élevé de l'histoire de cette maison de vente aux enchères. Mais pour frustrer le commerce du protagoniste, les portes ont explosé, laissant le présentateur confus, ne comprenant pas ce qui se passait. Et ainsi les filles sont entrées dans l'endroit avec Atrox maudissant les responsables et Violet, lui disant d'être poli. Alors la fille démon a crié, rappelant à tout le monde qu'elle était la personnification du mal. Mais quoi qu'il en soit, l'attention s'est déplacée vers la scène où le protagoniste était pendu. Sans réfléchir à deux fois, Atrox a chargé à grande vitesse et un garde de rang supérieur a essayé de l'arrêter. Mais en tant que reine des démons, elle a brisé son arme. Juste après, un autre soldat du grand club a sauté par-dessus. Mais cette fois, Violet a rejoint le combat, l'interrompant, et générant un impact si fort que l'énergie à l'intérieur de l'arme s'est effondrée, provoquant une explosion. Face à cela, les magnats de l'événement espéraient que les deux avaient été éliminés. Cependant, après que la fumée se soit dissipée, Atrox est apparu en disant que bien qu'il soit fort, ces humains n'étaient pas à la hauteur pour elle. Mais bien que ce soit le cas pour elle, elle était inquiète parce que Viola avait été gravement blessée en essayant de se défendre. Quoi qu'il en soit, la fille leur a demandé de se concentrer sur le sauvetage du protagoniste, et plus que tout, elle a demandé à la reine de ne pas baisser sa garde. Là, dans cette salle, il y avait d'innombrables nobles et riches qui étaient venus acheter des biens. Par conséquent, cela signifiait également qu'il y avait de nombreux gardes puissants qui les escortaient pour leur protection. Ainsi, si la reine démon se souciait vraiment du protagoniste, Violet a demandé son aide, et apparemment, Atrox a accepté. Cependant, elle a décidé de modifier légèrement les règles de cet accord, demandant à Violet d'être celle qui l'aiderait à la place. Après tout, en tant que reine des démons, elle croyait qu'elle était la seule capable de protéger Louis. Ainsi, Violet n'avait d'autre choix que d'accepter. Mais comme les deux travaillaient vers le même objectif, peu importait qui aidait qui. Une explosion s'est produite lorsqu'Atrox a sauté au milieu des participants à la vente aux enchères, et Violet a tailladé tout ce qu'elle pouvait avec ses couteaux. C'était jusqu'à ce que soudain, un cercle magique se forme au-dessus de la fille, et de ce cercle, un sort de foudre très puissant a été invoqué, ce qui était une source de fierté pour le mage responsable. Heureusement, cela n'a pas causé beaucoup de dégâts car Atrox a réussi à interférer en protégeant sa compagne avec ses ailes. Ne pouvant plus rester dans tout ce chaos, le présentateur a crié, interrogeant ce que voulaient les voleurs. En vérité, il savait déjà ce qu'il cherchait. Il savait que les deux étaient après Lewis, qui était l'article principal de cette vente aux enchères. Mais avec un marteau à la main, l'homme a déclaré que si cet article devait apporter du danger à ses précieux clients, il le détruirait de ses propres mains. Et comme il l'a dit, il l'a fait en envoyant les os voler avec une performance digne d'un vrai acteur. Si les présentateurs s'étaient simplement enfuis, ses clients ne reviendraient plus jamais faire affaire. Mais maintenant qu'il avait prétendu sacrifier un article extrêmement précieux pour le bien commun, tout le monde était impressionné. Quant au portrait, il l'avait déjà rangé ailleurs, mais le squelette était juste quelque chose qu'il avait obtenu au hasard. C'est ce que le commissaire-priseur croyait parce qu'Atrox n'arrêtait pas d'avancer même avec cette décision. Soudain, le ciel a commencé à se fermer avec une lune rouge au centre de tout cela. Un tremblement de terre a également frappé la terre, laissant tout le monde très effrayé. Atrox avait promis qu'elle ramènerait le protagoniste, mais elle était bien trop arrogante. Quoi qu'il en soit, c'était un fait que maintenant tous ceux qui étaient responsables de cela seraient exterminés. Avec les traces de fureur, une manifestation d'énergie rouge sanglante s'est élevée vers le ciel. Et à l'extérieur de la vente aux enchères, une flaque de numéro 2 était par terre. Parce que Jirex, qui était la garde impériale de la famille Felton connue sous le nom de Storm, a eu la malchance d'y être affecté et n'a naturellement pas pu rester courageux. Initialement, Jarex croyait qu'il serait le protagoniste car même s'il était né pauvre, il avait un pouvoir écrasant. Par conséquent, bien qu'il soit pauvre, le fait d'avoir des capacités magiques lui a permis de s'inscrire au cours d'élite de l'école de magie et de reconstruire sa famille. Cependant, maintenant devant lui, il y avait un pouvoir encore plus écrasant que le sien. Et Atrox, en tant que reine des démons, ne se souciait pas du tout de sa vie. Heureusement, au dernier moment, la jeune fille a été arrêtée lorsque Violet a averti qu'à ce rythme, le bâtiment s'effondrerait. Atrox, à son tour, s'est demandé si la jeune fille était calme face à la mort du héros. Mais à ce sujet,
Violet l'a informé qu'en fait, le protagoniste n'était pas mort et a demandé à Calais d'examiner de plus près les os de Lewis. On a dit qu'après être devenu un squelette, le protagoniste a acquis la capacité d'ultra-régénération, qui est infiniment supérieure à la magie de guérison. Ainsi, Atrox s'est emparé du feu car cela signifiait que Lewis était toujours vivant. Cependant, pendant que le présentateur essayait de s'échapper, Violet lui a rappelé que tant qu'il ne détruisait pas le bâtiment, il pouvait au moins punir le responsable. La jeune fille n'a pas perdu de temps à abattre non seulement le commissaire-priseur, mais aussi tous ses gardes. À cause de cela, ce mage d'avant a essayé d'attaquer avec un sort électrique, mais Violet était bien trop irrité de ne pas être à la hauteur de la confiance du héros. Tout le temps, des souvenirs de ses échecs lui revenaient à l'esprit. Par conséquent, Violet a décidé de soulager sa colère à sa manière jusqu'à ce que le protagoniste se régénère comme le ferait un véritable assassin. Face à cela, Atrox a été un peu surprise car sa collègue était clairement humaine. Cependant, elle dégageait une aura plus sinistre que celle d'un démon lors des combats. C'est pourquoi la reine a estimé que Violet n'avait pas montré tout ce qu'elle avait lors de leur précédent combat. En effet, Atrox a trouvé cet état de rage effrayant et a admis qu'elle n'était pas capable de la surpasser. Pourtant, le fait qu'elle ait peur d'une humaine alors qu'elle était elle-même la reine des démons l'a scandalisée. En fin de compte, alors qu'elle était sur le point d'être attaquée par derrière, elle s'est souvenue qu'elle était le dragon noir le plus puissant. Alors elle a simplement libéré un peu de son aura en envoyant tous les lâches s'envoler. Même si la deuxième corne de la jeune fille ne s'était pas encore régénérée, elle pensait qu'elle n'avait pas le choix et a mentalement demandé à Violet de la surveiller car ce serait elle qui sauverait le protagoniste en premier en détruisant tous ces bâtards. Violet, à son tour, a vraiment commencé à faire attention à sa collègue car même lors de la bataille précédente, comme maintenant, c'était un fait que la reine n'évitait aucune attaque, sauf les blessures mortelles. Dans ce cas, Violet est devenue confuse, se demandant si le démon n'avait pas peur de la mort. Elle avait juré qu'elle risquerait sa vie pour le protagoniste, mais elle ne savait pas si elle était aussi déterminée qu'Atrox. Quoi qu'il en soit, l'animateur nommé Dapara, qui avait été renvoyé déshonorablement de son service de chevalier dans l'Empire pour corruption, a ramassé un couteau par terre et s'est avancé par derrière, en disant que la jeune fille paierait pour avoir ruiné sa vente aux enchères. Ainsi, une coupure s'est effectivement produite, et le petit homme était très fier de sa performance, mais tout cela pour rien puisqu'il était celui qui est tombé. Violet a alors mentalement remercié Atrox, lui offrant le mérite de la force qu'elle avait pour protéger Louis. Soudain, l'attention de la jeune fille a été volée à cause d'une aura qui a commencé à devenir incontrôlable à côté d'elle. Cette aura venait d'Atrox. Violet s'est inquiétée que la reine ne puisse pas contrôler son pouvoir, car de cette façon, la zone serait détruite, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, quelque temps plus tard, le protagoniste s'est réveillé très effrayé, et les filles se sont excitées de le voir bien. Lewis, pour sa part, semblait confus, et après avoir regardé autour de lui, a demandé si tout avait été un rêve car il avait l'impression d'être ailleurs. Alors très intelligemment, les deux ont fait semblant de ne pas comprendre tout en lui tendant un verre d'eau. Alors que l'eau tombait par terre parce que Lewis était un squelette, il a rétorqué, se demandant pourquoi leur visage ressemblait à ça, et a inévitablement demandé si les deux s'étaient encore battus. Même si elles ont essayé de le nier, le héros ne pouvait penser à personne d'autre qui aurait pu briser le mur. À cause de cela, Atrox admet que c'est elle qui l'a fait. Cependant, elle explique à sa manière, en disant qu'elle ne pouvait pas contrôler sa propre force et que Violet a essayé de la calmer. Lorsqu'on lui pose la question, la jeune fille acquiesce, un peu surprise. Plus tard, alors que les deux descendent le couloir, Atrox commente qu'elle se sent somnolente, mais Violet se demande pourquoi le démon a menti. Sans même attendre, Violet précise qu'elle ne verra pas sa Kali d'un meilleur œil à cause de quelque chose comme ça. Cependant, Atrox se fiche d'être craint et jette simplement quelque chose dans la main de Violet, qui s'avère être une pommade. C'est parce que le démon affirme qu'elle n'aime pas vivre avec des dettes. Alors Violet commence enfin à penser qu'Atrox pourrait en fait s'inquiéter pour elle. Quelque temps plus tard dans cette même installation, notre héros se réchauffe avec du thé en le remuant avec son propre doigt tout en se regardant dans le miroir. Juste après avoir terminé, il place la tasse sur la soucoupe jusqu'à ce qu'il trouve son ancienne jambe sur la table, ce qui lui fait réaliser que les filles ont menti à propos du rêve. À ce moment-là, à en juger par les visages des filles quand il s'est réveillé, c'était un fait que les deux l'avaient protégé. Alors il se regarde et commence à réfléchir seul dans la pièce. Si seulement il pouvait retrouver son apparence, Lewis dit qu'il le ferait peu importe le prix, les choses seraient différentes. En fin de compte, même s'il n'a forcé personne, les deux filles se sont portées volontaires pour aider. Cependant, ne voulant pas se sentir coupable, Lewis réaffirme son engagement à retrouver sa beauté et réalise maintenant à quel point il a été individualiste. À ce moment, le cri appelant le héros se fait entendre, alors il va à la fenêtre et voit Violet dire que quelque chose de terrible s'est produit. Soupirant d'épuisement, la jeune fille explique qu'Atrox a eu une forte fièvre toute la nuit et a finalement perdu le contrôle de son pouvoir. Elle s'est transformée en dragon noir, laissant Lewis incrédule. Évidemment, le protagoniste court pour aider, mais trébuche en sautant par la fenêtre et tombe en morceaux. Quoi qu'il en soit, puisqu'il est maintenant un squelette,
il lui est possible de courir tout en tenant sa propre tête. Quand il la remet, il pense que se transformer en dragon est en fait plutôt cool. De retour à la course effrénée à un certain point, Violet avertit qu'ils sont presque arrivés. Alors qu'ils se rapprochent, Louis devient de plus en plus anxieux de voir la forme fantastique de la reine démon. Le garçon envisage même de voler autour de la zone en utilisant Violet comme monture. Alors le héros espère qu'elle attend son arrivée et se présente avec un sourire très excité. Cependant, la vraie forme d'Atrox était celle d'une petite dragonne espiègle, et elle n'a causé des problèmes que pour un petit château de sable sur le sol. Par conséquent, avec toutes ses attentes brisées, Louis est resté paralysé. Dans le château du roi démon, les petits monstres n'en croyaient pas leurs yeux, car devant eux se tenait l'ancienne reine démon connue sous le nom de Dragon Noir. Et avec une expression excitée, elle a déclaré qu'elle était venue là pour récupérer son trône. Puis avec une puissante magie se formant dans l'air, tous les sujets ont essayé de courir, mais il était trop tard car Atrox a lancé sa magie plus vite que les démons ne pouvaient s'échapper. Du moins, c'est ce qu'elle pensait qu'il se passait puisque d'un simple coup à l'arrière de sa tête, le protagoniste a assommé la jeune fille et l'a ramenée aussi vite que possible. Face à cela, deux hommes chauves étaient très confus de voir un squelette. Alors puisque Violet n'est pas du genre à laisser des témoins, elle s'est chargée d'assommer les humains. Après toute cette course, plus tard, les trois ont réussi à atteindre une ruelle plus sûre. Le protagoniste demande si la reine démon est réveillée, et elle répond que oui, elle l'est. Très inquiète, elle demande si elle a fait quelque chose de mal pendant qu'elle était inconsciente, mais le héros répond non. Puis, de façon inattendue, elle devient heureuse d'être humiliée sans raison. En fait, elle commence même à penser que le protagoniste est le meilleur. Quoi qu'il en soit, Lewis dit à Atrox de se lever et demande immédiatement ce qui est arrivé à son corps. Apparemment, la reine s'est trop forcée avant que son corps ne soit complètement rétabli. Cependant, c'est quelque chose qu'elle pense qu'elle ne peut pas dire au héros car elle ne veut pas l'inquiéter. Alors sans vergogne, la jeune fille déclare simplement qu'elle s'est réveillée comme ça. Quant au fait d'être différent d'un dragon, Atrox affirme également que c'est en fait une bonne chose. Parce que même si ce n'est pas exactement ce que le héros imaginait, elle est sûre qu'elle le protégera. Lewis, à son tour, la tient juste par la taille et la soulève facilement tout en demandant s'il est vraiment possible de faire ça sous cette forme. Le héros apprécie vraiment ses efforts pour récupérer son corps, mais pense qu'Atrox doit mieux prendre soin d'elle-même, ce qui la met mal à l'aise. Et ne s'arrêtant pas là, Lewis précise que la même chose vaut pour Violet. Pour une raison quelconque, le protagoniste se frotte contre la forme mignonne d'Atrox, louant à quel point elle est douce. Naturellement, la jeune fille se sent si bien à un niveau si élevé qu'elle finit par s'évanouir sous le choc dans les mains du protagoniste. Et puisqu'elle devient si chaude à cause de l'embarras, le héros la lâche avant de se brûler. Cependant, même sans force et allongée sur le sol, Atrox rassemble encore son dernier souffle pour ramper vers Violet et sourit d'un air moqueur avant de s'évanouir une fois pour toutes, ce qui rend l'humaine furieuse. Quelque temps plus tard, après avoir quitté la ville, le groupe traverse un grand champ. Lewis sent ses os rafraîchis par la brise, mais demande pourquoi ils sont partis maintenant alors que le plan était de partir la nuit. Il se demande pourquoi ils sont si pressés, ce qui met les filles au pied du mur. Après tout, elles ne pouvaient pas révéler qu'elles étaient traquées par les criminels du village. Ainsi, les deux répondent en accord qu'elles sont simplement impatientes de récupérer le corps du héros, et après tout, il n'y avait aucun moyen qu'elles ne sachent pas ce qui s'était passé. La nuit précédente, quand Atrox perdait le contrôle et était sur le point d'entrer dans une frénésie, c'est Violet qui l'a arrêté. En plus de cela, c'est elle qui s'est occupée de la reine toute la nuit, il n'y avait donc aucun moyen qu'elle ne sache pas. Violet, à son tour, a demandé à la jeune fille de ne pas s'en inquiéter car elle ne voulait pas causer d'inquiétude inutile au héros. En fin de compte, elle déclare que la reine peut lui faire tout ce qu'elle veut, tant que cela ne cause pas de problème à Louis. Et c'est l'avertissement que la jeune fille décide de laisser au démon. Sans perdre de temps, le protagoniste dit à Violet qu'il sent quelque chose de délicieux à proximité. Et pendant que les deux parlent d'aller manger, Atrox remarque que la fille est assez froide envers elle mais chaleureuse avec le héros, ce qui l'irrite à nouveau. Peu de temps après, dans un restaurant le long du chemin, les trois sont assis à une table. Atrox, pour sa part, est déçu d'avoir dû fabriquer une poupée d'amour perdue, un article enfantin qui réduit le stress lorsqu'on la sert. Pendant ce temps, Violet utilise un bracelet de cheveux durable qui s'étend à n'importe quelle taille. Pendant ce temps, notre héros reçoit le collier d'offre unique et le vêtement de honte, qui ont également de bons effets. Cependant, il jette tout, disant que c'est ennuyeux, mais heureusement, Violet réussit à l'attraper. La fille explique que le voyage qu'ils sont sur le point de commencer pourrait être plus difficile qu'ils ne le pensent. Et de la météo aux monstres, aux démons et même aux autres humains, tout pourrait interférer. À cause de cela, Violet a dit que l'objet que le héros a reçu l'aiderait certainement. Quoi qu'il en soit, le protagoniste demande où la reine des démons a trouvé toutes ces choses. Puis, pour expliquer, Atrox dit qu'elle se promenait quand soudain elle a vu quelque chose de brillant, puis elle l'a volé, ce qui fait penser à Lewis que ce n'est peut-être pas une attitude très acceptable. Mais quoi qu'il en soit, Atrox déclare qu'elle se fiche de voler parce que les démons sont mauvais. Et comme il s'agit d'une action pour trouver sa beauté,
le protagoniste s'en accommode pendant que Violet regarde tout, un peu choqué. Peu de temps après, les trois finissent de manger, et il semble que Lewis ait beaucoup apprécié. Cependant, alors qu'il partait, un employé a appelé le groupe et a dit qu'il n'avait pas encore payé la facture. Par mémoire musculaire ou quelque chose comme ça, Lewis s'irrite beaucoup et dit qu'il leur a rendu service en mangeant là-bas. Pendant un instant, Violet oublia que le protagoniste n'avait jamais payé pour la nourriture dans le passé. Mais pour résoudre le problème, le propriétaire des lieux s'est présenté. Et quand il a entendu de l'employé que le client n'avait pas payé même après avoir mangé autant de nourriture, il s'est fâché et a conclu que ces scélérats n'avaient jamais eu d'argent en premier lieu. Quoi qu'il en soit, le propriétaire de nuit, Sung, a appelé le squelette, qui était notre héros, et au cas où il n'avait pas d'argent, a inopinément offert à Lewis de payer avec son propre corps, ce qu'après avoir réfléchi un peu, Lewis a joyeusement accepté puisque, en fait, c'était sa spécialité. Au moment où les gens ont entendu cela, ils se sont inquiétés, pensant que le héros était devenu fou. Sung, pour sa part, admet que le squelette a confiance et prédit qu'il ne partira pas d'ici aujourd'hui. Cependant, dès qu'il finit de parler, Sung lui-même est projeté dans les airs en un instant, s'écrasant à travers le plafond. Et, évidemment, la responsable de cela n'est autre que Violet. L'employé crie rapidement, demandant si le patron va bien. Mais même en essayant de le réveiller, il semble assez désorienté. Récapitulant à partir du moment où il a attrapé l'épaule du squelette, la femme aux cheveux violets s'est précipitée avec un coup de poing. Cependant, le fait que ce soit la femme aux cheveux violets qui ait fait cela rend Sung confus. Surtout parce que pour une raison quelconque qui fait que Violet s'interroge, le patron connaît son nom. Quoi qu'il en soit, Sun finit par se souvenir de tout. Il y a quelques années, comme sa famille était une lignée de chevaliers depuis des générations, Sun rêvait de devenir l'homme le plus fort du monde. Jusqu'au jour où, en se promenant dans un petit village rural, il a croisé Violet. Agacé par cela, il attrapa sa tête, disant que quand quelqu'un bouscule une autre personne, il devrait s'excuser. Que ce soit sa faute ou non, l'homme ne semblait pas très amical avec la fille, alors elle lui a simplement donné une leçon jusqu'à ce qu'il implore pitié. Sung ne pouvait pas accepter le fait qu'il ait perdu contre une femme, mais le plus incroyable était que lorsque Lewis est apparu, Violet s'est immédiatement retournée et s'est excusée. Cet homme qui dominait cette femme forte avec juste un mot était alors la personne que le chevalier voulait admirer. Ce jour-là, tout en rêvant d'être le plus fort, Sung a connu la défaite pour la première fois. Mais les forts sont attirés par les forts, donc Son est inévitablement tombé amoureux de Lord Lewis, et il s'est préparé à lui avouer ses sentiments. Ce jour-là, il l'a salué et a dit que c'était un plaisir de le rencontrer. Puis avec un bouquet de fleurs, il s'est présenté comme un saint chevalier et a commencé à dire tout ce qui l'intéressait. Comme Violet était furieuse de la confession, Lewis n'a rien eu à faire car elle en a rapidement effrayé quelques-uns. Ainsi, ce jour-là, sa tentative de transmettre ses sentiments s'est soldée par un échec. Et ainsi le temps a passé jusqu'au moment présent où il est devenu chef cuisinier. Certains ne pouvaient pas croire qu'il revoyait Violet. Mais c'est à cet instant que le chevalier considère également la possibilité que la personne à côté d'elle soit Lord Lewis. Certains sont confus, se demandant pourquoi il porte une cape, mais considérant quelqu'un d'aussi beau que Lewis, cela pourrait avoir du sens. Revoir l'homme le plus fort fait battre le cœur du chevalier comme un fou. Mais en ce moment, il est dans un état affaibli et ne veut pas montrer ce côté au héros. La vérité est que le héros ne se souviendrait pas de lui. Mais même ainsi, certains ont décidé de simplement laisser les choses comme elles étaient et ont dit au groupe de partir. Après tout, il devait se préparer au coup de feu du déjeuner. De manière inattendue, avant de retourner à la cuisine, une voix dit qu'elle est heureuse de le voir bien. Cette voix appartient à notre héros, qui dit qu'il était inquiet de la disparition soudaine de Sung. Lewis révèle également qu'il a lu la lettre laissée dans le bouquet et complimente, non seulement l'écriture, mais aussi les compétences culinaires de la nuit. En fin de compte, il s'excuse pour ce qui s'est passé, mais propose de payer le repas une fois que Sun aura réglé ses affaires. Face à cela, l'employé crie en demandant si le patron va vraiment laisser ses fous partir. Et elle crie encore plus fort quand elle remarque que Sun ne fait pas attention. Mais soudain, des larmes commencent à couler des yeux du chevalier, et cela dégénère en un cri incontrôlable puisque le plus fort se souvient encore de lui. Les autres clients sont impressionnés que le chevalier ait utilisé le terme le plus fort pour décrire un autre homme. Mais comme le héros est venu cagoulé avec une belle femme, ils supposent que ce doit être quelqu'un d'important, à l'exception d'une autre personne cagoulée qui est restée silencieuse tout ce temps. Avance rapide un peu dans le temps, notre groupe arrive à la ville de Fragri, plus précisément sur le site de l'examen d'aventuriers, où beaucoup sont déjà rassemblés. À ce moment, une voix crie à un guerrier de ne pas bloquer le passage. Mais même en essayant de trouver cette personne, il ne voit personne, puisque celle qui parlait était Atrox sous sa forme miniature. Même ainsi, elle réussit toujours à dégager le chemin pour que le protagoniste passe avec un coup de pied. Lewis, pour sa part, informe la réception qu'il a besoin de gagner de l'argent. Mais au lieu de participer à l'examen, les filles affirment qu'elles peuvent l'obtenir pour lui. Ainsi, le héros demande comment exactement ils vont le gagner. Cependant, la solution que les deux donnent est de frapper les humains avec la garantie que c'est acceptable puisqu'Atrox est un démon maléfique.
Évidemment, le héros s'inquiète de cette suggestion illégale. Et dans tous les cas, même s'il est heureux qu'elles envisagent de le faire pour lui, Lewis se souvient qu'elles sont tellement fauchées qu'elles ne peuvent même pas payer un repas. Et quand il dit qu'il ne peut pas simplement rester les bras croisés et laisser cela se produire, les filles se sentent touchées. Une fois de plus, le héros dit qu'il est là pour passer l'examen et reçoit des instructions. Cependant, Atrox et Violet réussissent à voir le beau visage du héros pendant un moment. À cause de cela, plus excitée que jamais, elle décide de s'inscrire avec Lewis. Le lendemain, sous une chaleur si intense que même les oiseaux s'évanouissent, le test physique du premier examen d'aventurier est effectué. Dans les tribunes, une femme encourage quelqu'un qui pourrait être sa famille. Cependant, Atrox joue un rôle beaucoup plus excité, criant à Louise d'exterminer tout le monde, même si ce n'est qu'un test physique. De loin, dans cet endroit qui ressemble à un désert, apparaît la silhouette du héros. Et même si c'est un chemin difficile, il continue de courir, mais aussi sans perdre l'espoir qu'il sera bientôt retiré de cette vie. Lorsque le spécialiste analyse les résultats de l'examen d'aventurier au bureau, la 3e place revient à un certain homme, et la 2e place à une femme non pertinente. Cependant, comme prévu, la 1re place revient à Violet. Et la dernière place revient au protagoniste, ce qui amène certaines personnes à commencer à se moquer de lui. Mais pour répondre, il prend simplement une expression sérieuse et prétend sans vergogne qu'il se retenait. Il y a 1 heure, l'examinatrice pour le test final est apparue, se présentant à tout le monde comme Elmin, une elfe ninja. Et comme Elmin était connue comme la pire examinatrice possible en raison de sa rigueur, tout le monde était désespéré. Mais de toute façon, ils n'ont même pas eu le temps de s'inquiéter car l'elfe a immédiatement envoyé tous les plaignants voler en lançant des lames car il était strictement interdit de parler pendant l'examen. Violet, pendant ce temps, trouve assez curieux que quelque chose de si mince ait pu percer le sol. De retour au test, l'elfe annonce que ce sera une tâche simple car le test consistera essentiellement à ce que les participants essaient de survivre jusqu'à la fin du temps imparti. Pendant que Violet et Lewis attendent que l'événement commence, Atrox encourage ses amis. Puis une période de silence commence lorsque le protagoniste se tient devant l'examinatrice dans l'arène. Il ne sait vraiment pas quoi dire, alors Elmin annonce juste le début du test. Pour une raison quelconque, elle semble curieuse à propos de quelque chose sur les vêtements du garçon, mais ce n'était qu'une excuse pour le faire se pencher afin qu'elle puisse attaquer inaperçue. De cette façon, alors que le protagoniste tombe de sa stratégie, elle s'excite. Et quand il se tourne pour regarder, une explosion se produit. Un guerrier, à son tour, crie que l'examinatrice devrait se battre équitablement. Mais l'elfe insiste sur le fait qu'un aventurier doit toujours être en état d'alerte, alors elle demande à la prochaine personne de s'avancer. De manière inattendue pour elle, le protagoniste allait parfaitement bien après son attaque. À cause de cela, Elmin devient curieuse de savoir comment il s'est échappé puisqu'elle n'a rien vu. Cependant, même le protagoniste ne pouvait pas expliquer comment il était sorti de là. Alors il a demandé si la fille était sûre qu'elle avait attaqué correctement. Mais l'elfe interprète cela comme si Lewis était tellement arrogant qu'il jugeait ses attaques comme si elles n'étaient rien. Incapable de supporter plus longtemps ce manque de respect, elle déclare que cette fois, elle va tout donner. Alors Violet panique et en attire encore plus, devant être retenue pour ne pas intervenir. Ainsi, l'elfe termine son mouvement et demande si le garçon peut maintenant voir la différence entre deux. Mais le protagoniste reste complètement ignorant et ne comprend pas de quelle différence elle parle. Elmin demande comment le protagoniste a réussi à esquiver les attaques sans même broncher alors qu'elle visait des zones vitales. En fin de compte, la raison pour laquelle les attaques de l'examinatrice ne fonctionnaient pas était étonnamment simple. Elin est une ninja qui se bat en ciblant les vaisseaux sanguins, mais le héros est entièrement fait d'os. Ainsi, son attaque visant les points de pression est inefficace contre quelqu'un qui n'en a pas. Aux yeux de l'elfe qui ignore ce fait, Louis ressemblait à un adversaire hors de sa portée. En fait, il ressemblait à un monstre terrifiant qu'elle ne pouvait même pas rêver de vaincre. C'est pourquoi, après être tombée à genoux, la détermination de l'examinatrice est revenue, car face à une telle chose, elle ne pouvait pas partir sans neutraliser la menace. Atrox et Violet sentent immédiatement la soif de sang de la jeune fille et crient au héros de faire attention. En un instant, un énorme nuage de fumée apparaît à cause de la pression d'une attaque, et cette pression est si forte qu'elle envoie d'autres participants voler comme s'ils étaient pris dans un ouragan. Il semble que ses yeux soient déjà consumés par le pouvoir, et, heureusement, elle est arrêtée par les compagnons du protagoniste. Quoi qu'il en soit, la reine démon commente que l'elfe semble agir étrangement. Et en effet, après avoir été submergée par un sentiment de rage, elle revient soudainement à la normale sans comprendre ce qui lui arrive. Après l'examen de Lewis, l'examinatrice a été remplacée et d'autres participants ont continué leur test. En conséquence, Lewis a réussi à passer en dernière position, mais naturellement avec l'excuse qu'il se retenait. Les deux filles félicitent le héros. Il dit que ce n'est rien de spécial. En tout cas, Lewis dit qu'il va apporter une quête là-bas, alors il laisse les deux seuls pendant qu'il va la chercher. Ainsi, Violet profite de l'instant, mais seulement jusqu'à ce que quelqu'un l'appelle par son nom, disant que c'est un plaisir de la rencontrer. Soudain, le maître de guilde paradis nommé Felton, l'un des 4 grands de l'Empire, apparaît. Et en se basant sur la performance de la jeune fille,
il décide de l'inviter dans sa guilde. Mais à ce moment-là, une autre personne se présente, disant qu'il est apparemment un peu en retard. Il s'agit de Solide, le maître de la guilde Solidus, qui est également l'un des 4 grands de l'Empire. Et tout comme son collègue, il veut inviter Violet dans son groupe. Évidemment, les deux commencent à se disputer pour décider qui est arrivé en premier. Et le fait qu'une aventurière débutante reçoive des offres de 2 si grandes guildes irrite certains des autres candidats. Quoi qu'il en soit, même les subordonnés commencent à se battre. Alors les chefs demandent lequel des deux Violet préfère. Mais pour répondre, tout ce que la jeune fille demande, c'est si l'un d'eux sait comment ramener un corps à la normale. Plus précisément le corps de quelqu'un qui n'est ni vivant ni mort. Dans ce cas, les deux commencent à réfléchir mais avouent qu'ils n'ont jamais entendu parler d'une telle chose. Par conséquent, Violet décide de décliner les offres d'aventurière. Si cette requête ne peut être satisfaite, la jeune fille dit qu'il est plus logique de simplement suivre la personne qu'elle a choisi de servir. Pendant ce temps, le protagoniste crie en les informant qu'il a reçu une nouvelle quête. Alors que l'ambiance de la conversation se brise un peu, Violet dit rapidement au revoir. Et avec Atrox, elle court joyeusement vers notre héros. En fin de compte, les aventuriers pensent que la requête était simplement une façon créative de refuser l'offre. Mais malgré cela, il reste curieux de savoir exactement qui est cet homme qui a plus de valeur que d'eux. Falker, à jamais à part, croit que le type doit avoir un pouvoir supérieur à la force brute car ils en ont été témoins eux-mêmes. Cette fille est chef de guilde, et avec Mystique, ils forment les 2 derniers manquants des 4 grands. Felton, à son tour, croit que ce genre de pouvoir n'apparaîtra plus jamais. Mais puisqu'ils ne peuvent pas en être sûrs, ils considèrent que peut-être Louis est revenu à la vie d'une manière ou d'une autre. Dans le donjon des gobelins de la région, plusieurs gobelins apparaissent effrayés car notre protagoniste se tient devant eux. Cependant, ce qui les effraie le plus n'est évidemment pas lui, mais plutôt les monstres avec lesquels il marche. À ce moment, un gobelin plus fort que les autres apparaît, disant aux autres de reculer. Déjà très irrité que ses subordonnés ne puissent pas gérer 3 intrus, le roi gobelin, Vey, demande qui est le héros pour envahir leur territoire. Mais au moment où il fait un peu plus attention, les deux semblent se reconnaître. Lorsque le protagoniste s'est réveillé pour la première fois en tant que squelette, c'était l'un des gobelins qu'il avait rencontré. Par conséquent, notre héros commence à trembler, ce qui inquiète Violet. Alors, pensant que c'est un acte lâche, Vey se moque de lui demandant si le squelette se souvient du bon vieux temps. Mais avant même qu'il ait fini de parler, il se fait frapper au visage avec un coup puissant d'une massue en bois. C'est tellement fort que non seulement cela casse l'arme, mais cela envoie aussi le roi voler dans les airs. En fin de compte, au lieu d'avoir peur comme la dernière fois, Lewis tient à dire qu'il est reconnaissant de pouvoir revoir ce bâtard. Les gobelins regardent ce qui se passe devant eux, incapables d'y croire. Pendant ce temps, Atrox semble excité, et Violet est extrêmement concentré. C'est parce que Vey, qui était censé être le plus fort parmi les gobelins, se fait battre unilatéralement. Et même alors qu'il supplie Louis d'arrêter, le héros continue sans aucune pitié, comme ils l'ont fait pour lui. Après avoir pendant un certain temps exprimé toute la souffrance qu'il a endurée dans le passé, le roi tombe au sol, complètement vaincu. Par conséquent, Vey se demande dans son esprit si ce putain de squelette est vraiment le même qu'il connaissait. Parce que pour une raison quelconque, il semble très différent d'avant. Luttant pour se relever, Vey demande si le protagoniste n'a pas peur de lui. Après tout, à son avis, la peur devrait être profondément gravée dans la mémoire de Lewis. Mais la réponse que Vey reçoit est un morceau de bois jeté sur sa tête. Et pour le compléter, le héros dit qu'il n'a aucune raison d'avoir peur d'un petit poisson comme lui. Pour mieux expliquer, Lewis dit au gobelin de regarder derrière lui. Là, il y a 2 personnes qui sont des milliers de fois plus effrayantes que Vey, donc il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur. De plus, Lewis déclare qu'il n'est plus le même squelette que Vey avait l'habitude de battre. Dans ce cas, le roi crie, disant que Lewis est très arrogant juste parce qu'il a du soutien. Cependant, les 2 filles dont il parle réagissent avec des expressions terrifiantes. Et cela fait réaliser avec eux même s'il est en colère, il doit se retenir pour survivre. Ainsi, Vey fait un signe de la main très amical et admet sa défaite avec un sourire. Mais notre héros interrompt cette étrange déclaration du monstre et ramasse à nouveau une massue, disant qu'il ne va pas laisser le gobelin s'en aller juste parce qu'il essaie d'agir amicalement. Il avertit donc que ce n'est pas encore fini et dit au monstre de se préparer. Il précise également que s'il essaie de s'échapper, ses os seront brisés. Après cela, plus tard, le groupe trinque avec de bonnes boissons. Les 2 filles louent le bon travail du héros. Lewis, à son tour, commente que s'il y a autre chose qu'elles veulent, elles peuvent se sentir libres de demander. Alors Violet demande si le héros est sûr, et il répond oui. Pour expliquer, Violet a dit qu'elle parlait du gobelin qui avait été laissé en vie et pourrait vouloir se venger, et en pensant à quelque chose comme ça, le protagoniste a sérieusement examiné la question. Comme ce gobelin avait autrefois blessé le protagoniste, ils sont retournés le lendemain pour l'achever. Alors Vang a supplié de toutes ses forces de rester en vie, disant qu'il serait le chien fidèle du héros. Ainsi, Louis a analysé à quel point Vey voulait vivre et s'est un peu perdu et a réfléchi. Comme il s'était déjà vengé, notre héros a dit que c'était bien parce qu'il avait également reçu sa récompense. Et en demandant l'avis de Violet sur la question, elle a fièrement acquiescé.
Quelque temps plus tard à l'heure du dîner, Atrox pique un morceau de viande et essaie de l'offrir à la bouche du protagoniste. Mais juste au moment où elle est sur le point de le faire, un morceau de nourriture est volé par Violet, qui a jugé l'action du démon comme impolie. Parce que pour elle, faire quelque chose qui pourrait ennuyer le protagoniste est très mauvais. Atrox s'irrite et dit que Violet rend difficile de faire quoi que ce soit dans les environs. Alors la jeune fille serre sa fourchette plus fermement, et comme Violet continue de l'ennuyer, la reine demande si elle veut mourir. En réponse, Violet tient un couteau et déclare qu'elle ne le dira qu'une seule fois pour qu'Atrox s'asseye et ne fasse rien qui irrite Louis. Comme il les connaît très bien, Louis est vraiment irrité que les deux se disputent. Alors Violet revient rapidement à la normale, lui offrant une boisson, et Atrox ne perd pas de temps à faire de même. Cela conduit les deux à concourir une fois de plus pour une place avec Louis. Violet crie pour qu'Atrox s'arrête, mais le démon lui renvoie la même chose. Alors inévitablement, les filles commencent à se battre pendant que Louis boit à la table. Depuis un autre comptoir, un type demande s'il devrait aller là-bas pour arrêter le désordre, mais un collègue dit qu'il est normal que les personnes ivres se battent. De plus, d'après ce que j'entends, le chauve peut dire qu'elle se batte pour un homme. Comme Violet est pure avec un joli sourire, et Atrox semble également assez mignonne. Et considérant qu'elle se batte pour ce type qui boit seul sans se soucier de rien, la seule conclusion que le chauve peut tirer est que c'est la confiance de quelqu'un qui a tout. Malgré cela, le maître de guilde du ciel solitaire nommé Mosul est un peu irrité. Quelque temps plus tard, toujours dans cette taverne, la plupart des assiettes sont déjà vides. Et notre héros, qui s'est déjà beaucoup amusé, pense qu'il devrait commander une autre boisson car ils sont à court. Mais c'est à ce moment que les gars de la guilde du ciel solitaire voient une chance de parler à Lewis et de lui dire de partir. Cependant, étant sous l'influence de l'alcool, le garçon demande ce qu'ils veulent dire par « je ne suis rien ». Évidemment, les aventuriers interprètent cette phrase comme si le héros les insultait en les traitant d'insignifiants. Alors un subordonné casse une bouteille sur la tête de Lewis, et pour une raison quelconque, Lewis pense que le héros parle de la calvitie du chef. C'est pourquoi Lewis tombe au sol, ressentant une petite douleur à la tête. Mais il sourit aussi, disant que les gars semblent être meilleurs qu'ils ne l'avaient prévu. Après le coup, le protagoniste se relève un peu et demande si le lait chauve devant lui ne sait pas comment s'occuper des enfants correctement. Les mots lait et chauve ont un impact énorme sur les subordonnés. C'est parce que c'était un sujet sensible pour Mosul car il vivait une époque de perte de cheveux. Ainsi, maintenant que l'insulte était intentionnelle, le chauve ordonne à ses hommes de main de battre Lewis jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Cependant, tout ce que fait le protagoniste, c'est rire de la situation. Puis il demande, en riant toujours, si les filles ont entendu ce que les gars viennent de dire. Mais quand il réalise, il est surpris car, malheureusement pour lui, les deux étaient pratiquement endormis à cause de l'alcool. Par conséquent, sans personne pour défendre Lewis, les subordonnés ont fait exactement ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Le lendemain matin, Violet et Atrox, qui ont réussi à se rendre dans leur chambre, commencent à se réveiller, et leur tête tourne encore. Étant donné cela, le héros demande si elles sont déjà réveillées. Alors Atrox demande ce qui s'est passé plus tôt, et le garçon explique qu'il les a ramenées quand elles se sont endormies. Alors les deux s'excusent d'avoir causé des problèmes, et le protagoniste dit que ce n'est pas grave. Mais quand il retire sa capuche pour les appeler à manger, son visage est couvert de bleu à la surprise des filles. Évidemment, les filles paniquent, voulant savoir ce qui est arrivé au protagoniste. Et comme il est très embarrassant d'admettre que le grand Louis s'est fait tabasser au bar, il prétend qu'il a simplement trébuché sur quelque chose dans la rue. Par conséquent, il change également de sujet, leur demandant de prendre un bain pour pouvoir manger. Violet, cependant, est sûr que ce n'est pas juste une blessure due à une chute. Et à ce moment, Atrox libère une explosion d'énergie, revenant à sa forme originale. Elle croit que Louis cache la vérité, essayant de ne pas révéler qui l'a blessé. Cependant, même dans cette horrible situation, elle parvient à se souvenir qu'à un moment donné, un ordre a été donné de chasser le protagoniste. Pour le démon, il devient clair que les coupables sont les gars d'hier. Et, évidemment, elle était prête à se venger pour tout ce qu'ils ont fait à son amour. Violet, à son tour, se souvient qu'elle leur a dit de ne rien faire contre le protagoniste. Alors Atrox se demande comment la fille peut dire ça après l'avoir vu dans cet état. Violet répond en fait qu'elle ira aussi avec un démon, surtout parce que quiconque blesse le protagoniste mérite une punition, pour qu'il ne puisse plus jamais faire une chose pareille pour le reste de leur vie. Et c'est définitivement quelque chose avec lequel la reine est fortement d'accord. Quelque temps plus tard, au refuge d'une guilde du ciel solitaire située au sommet d'une montagne, un gars semble assez ennuyé car ils ont un prisonnier très bruyant. Quoi qu'il en soit, le même gars avertit qu'ils ont des visiteurs, alors le patron leur a demandé de revenir plus tard. Cependant, connaissant Mosul, le subordonné informe que c'était une jolie fille, et à cause de cela, ils ont laissé entrer les deux partenaires du protagoniste. Le patron, à son tour, se souvient que c'est la fille qui était avec le type faible de la veille. Alors il demande comment elle a trouvé cet endroit et complimente le fait qu'elle ait amené une jolie amie. Quoi qu'il en soit, Mosul s'approche avec son couteau, demandant si les deux sont là pour se venger. Et s'il s'inquiète du faible, il suggère que des gars comme eux sont bien meilleurs que ces types. Dans ce cas,
Violet touche doucement la main de l'aventurier et demande si c'est avec cette main qu'il a frappé le héros. Alors, un peu bêtement embarrassé, il répond en confirmant. Ainsi, Violet comprend et d'un simple mouvement envoie simplement le bras qu'il a fait voler. Le mouvement est si rapide que pendant un moment, le chauve ne comprend pas. Et il ne commence à ressentir la douleur qu'après être tombé au sol, ce qui fait paniquer les subordonnés. Violet explique que si le gars avait essayé de cueillir la fleur, elle punirait la main. Et s'il essayait de marcher dessus, elle punirait le pied. Par conséquent, avec une expression terrifiante, elle demande comment l'aventurier a l'intention d'endommager sa fleur. Tremblant de peur, Mosul appelle ses subordonnés à attaquer Violet. Et même s'ils ont aussi peur, ils chargent, espérant qu'ils peuvent faire quelque chose. Pendant ce temps, le protagoniste s'arrête à la salle à manger pour manger. Et même maintenant, il se plaint de la douleur, ne comprenant pas pourquoi ils ont frappé son visage alors qu'il leur avait dit de ne pas le faire. Quoi qu'il en soit, à ce moment, Atrox entre dans l'endroit, annonçant qu'elle est de retour. Le protagoniste demande où elle est allée, puis la fille répond qu'elle a apporté quelque chose qui peut rapporter de l'argent, et elle demande à cette chose de dire bonjour au protagoniste. Lewis à son tour demande qui est cet oncle Grassouillet. Alors l'homme se fâche et crie en demandant si le garçon sait qui il est. Cependant, à cause de ce cri, Atrox est encore plus irrité et déclare que s'il ne veut pas mourir, il ferait mieux de se calmer, ce que l'homme comprend. Quoi qu'il en soit, le héros demande juste aux deux de venir manger bientôt. Et si le gars Grassouillet a aussi faim, Lewis l'invite aussi. Bien sûr, l'homme refuse parce qu'il a été appelé ainsi, mais son estomac gronde, et inévitablement, il décide de mettre son ego de côté. Ainsi, les quatre commencent à manger dans une atmosphère très amicale. Cependant, à un certain moment, l'homme se demande ce qui se passe là. Ceux qui l'ont kidnappé n'étaient pas des faibles, donc les affronter sans blessure était quelque chose d'incroyable. De plus, les filles ne ressemblaient pas au genre de personnes qui suivraient quelqu'un car elles avaient des personnalités complètement différentes. Mais malgré cela, d'une manière ou d'une autre, maintenant les deux étaient assises à la table comme de bonnes filles. Les contrôler avec de l'argent et du pouvoir doit être impossible. Donc, en tenant compte de ce fait, l'homme croit qu'il ne doit y avoir qu'une seule option. À la surprise du héros, l'homme s'incline à la table et se présente sous le nom de Diluc. L'homme explique qu'il était le seigneur du village de Rebelhomme jusqu'à récemment, et il déclare également qu'il n'y a aucune possibilité qu'il y ait autre chose sous cette cape qu'une beauté incroyable. Diluc explique qu'être attentif aux détails est ce qui a fait de lui un seigneur, et il s'attendait déjà à avoir raison. Alors, croyant qu'il parle à Lewis, l'homme dit qu'il l'aime bien. Et il commente qu'il a une fille avec assez de beauté pour inspirer une lignée de prétendants. Par conséquent, ce que Diluc demande, c'est si Lewis envisagerait de l'épouser. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que Lewis accepte tout de suite, ce qui laisse évidemment Violet et Atrox sans voix. Avant toute chose, Diluc avertit qu'il y a une condition pour autoriser le mariage. Et pour s'expliquer, il dit qu'épouser une princesse n'est pas si simple. Cependant, en entendant cela, le protagoniste dit qu'il ne veut plus se marier. Naturellement, l'homme panique et demande pourquoi, puisque sa fille est incroyablement belle. Alors le héros répond qu'il est trop occupé pour discuter des conditions et c'est que chaque fille est belle aux yeux de son père. Diluc n'arrive pas à croire que le garçon refuse de se marier juste parce qu'il est occupé. Alors décidant d'utiliser une approche plus directe, il demande si le protagoniste recherche quelque chose. Cela fait que le héros demande comment l'homme le sait, il est donc dit une fois de plus qu'un seigneur doit être observateur. Quoi qu'il en soit, Diluc admet qu'il ne sait pas ce que le garçon recherche, mais il garantit qu'il l'aidera. Pourtant, puisque le seigneur ne sait même pas ce que veut le protagoniste, ce sera difficile. Cependant, si le héros recherche juste quelque chose qu'il a perdu, Diluc pense que c'est une perte de temps. Et à cause de cela, il a simplement demandé au garçon de sauver le village de Rebelin pour lui. Parce que s'il le fait, il recevra un grand trésor. Quelque temps plus tard dans la région montagneuse, une charrette passe guidée par un homme avec son cheval. Et à l'intérieur, on peut voir tous les quatre qui mangeaient ensemble. Tout d'abord, Adélique s'interroge sur l'apparence mignonne d'Atrox puisque le but est de sauver le village. Cependant, si l'homme est si impatient, la reine suggère qu'il l'attaque pour voir ce dont elle est capable. Changeant de sujet, Violet dit qu'elle acceptera la décision du protagoniste, mais se demande comment Diluc va les aider, précisant que s'il ment, il aura de sérieux problèmes, ce qui le fait trembler un peu, même en tant que seigneur. Diluc commence à expliquer à propos du trésor et demande à la fille de poser le couteau. L'homme explique que pour aider à trouver le trésor, il y avait une carte, et que ses ancêtres, fatigués de la guerre, rêvaient d'une vie paisible. Ainsi, pour la même carte, ils ont découvert le village de Rebelin lors d'une expédition. C'était un endroit qui ne serait pas submergé même en cas d'inondation. Et avec un bon ensoleillement et du vent pour l'agriculture, ils ont atteint une grande abondance. Pendant longtemps, le village a été entouré de rochers, il était donc facile de se préparer contre les attaques ennemies. Jusqu'à ce que ce village paisible commence à être menacé par ce type. Naturellement, le protagoniste demande qui est cette personne, et Diluc explique que c'est quelqu'un qui considère les vies humaines comme des insectes. Mais heureusement, l'homme peut prendre le héros car il pensait que marier sa fille avec lui protégerait le village. Cependant, à ce moment-là,
Les deux filles le menacent car il devient clair que Dilip essayait de manipuler Lewis. Disant qu'il n'avait pas le choix tout en étant attaqué, le seigneur crie que le village est son endroit le plus précieux et assez précieux pour lui faire marier sa fille à un homme qu'il vient de rencontrer. Par conséquent, après avoir entendu sa sincérité, le protagoniste demande au seigneur de ne pas s'inquiéter car tant qu'il pourra trouver ce dont il a besoin, il fera tout ce qui est en son pouvoir. Ainsi, après plus de voyages dans le temps, le groupe arrive au village de Rebelhomme. Une fois là-bas, la première chose qu'ils font est de manger quelque chose. Et comme c'est très bon, ils sont tous d'accord, il en a repris un peu. Ils continuent donc à marcher comme s'ils étaient en vacances, et le seigneur, qui a été laissé pour compte après s'être lassé de les chasser, se sent un peu déçu car ils font les pitres. Cependant, il décide de suivre le mouvement et de se détendre un peu aussi. Pendant qu'il marche, quelqu'un commente une agitation impliquant la princesse. Akali, qui est un marchand, mentionne que le festival a été créé dans le but de marier la princesse. Par conséquent, le premier gars commente que l'avenir du village semble brillant. Cependant, le fait était que la princesse avait des critères si élevés que personne ne pouvait les atteindre. Plusieurs hommes lui avaient déjà fait des aveux, mais tous ont été rejetés à cause de leur apparence. Quoi qu'il en soit, le prince actuel est grand et beau, donc les deux espèrent que tout ira bien. Dans ce cas, le héros espère que la princesse n'a pas le même visage que son père, mais Diluc lui assure qu'il était aussi beau quand il était jeune. Soudain, leur conversation est interrompue par quelqu'un qui heurte deux autres personnes. Et en continuant à courir, il finit par percuter le seigneur de la ville, les faisant tous les deux tomber au sol. Étant donné cela, le protagoniste propose d'aider l'homme à se relever, ce qu'il accepte. Quant à l'autre gars, il refuse agressivement l'aide de ses subordonnés. C'est le prince du royaume de Milice appelé Siborom. La raison pour laquelle il était comme ça, cependant, était qu'il avait été rejeté, et les rumeurs se répandaient déjà parmi les citoyens. Siborom, qui avait toujours entendu des compliments sur sa beauté, a été traité de laid. Alors, pour évacuer sa colère, il a attrapé Dilip par le cou, lui demandant pourquoi il l'avait heurté. Heureusement, le protagoniste se présente pour défendre le seigneur. Et comme c'est le prince qui les a heurtés en premier, il lui dit de s'excuser, le traitant de sale bâtard. Pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas pour mettre la main sur le prince, les subordonnés sortent leurs armes. Cependant, cette fois, les filles du groupe des héros sont alertes, et avec leurs brochettes de viande, maîtrisent les gardes. Sibelrom n'avait jamais été traité de lait 2 fois en une seule journée. Par conséquent, se sentant humilié et avec une quantité anormale de rage, il a saisi son arme pour achever Lewis. Mais à ce moment-là, quelqu'un a jeté une chaussure qui a frappé le visage du gars tout de suite, le faisant tomber au sol inconscient au désespoir de ses subordonnés. Peu de temps après, quelqu'un brise le silence en commentant qu'ils étaient dérangés par le rejet et sont sortis pour voir comment allait Siborom. Cependant, la princesse de Rebel nommée Cécilie ne s'attendait pas à ce que le prince de Milice intimide son père. Le fait que la princesse se réfère à son père révèle à la surprise de tous que le seigneur est de retour. Ensuite, Siborom est confus, se demandant s'il est vraiment son futur beau-père. Mais juste au moment où il dit cela, la princesse s'irrite. Parce que même s'il ne l'avait pas réalisé, lorsqu'il a été rejeté, le gars a attrapé Dilip par le col et a menacé de le tuer. Évidemment, Cyborg essaie d'expliquer, disant que c'était un malentendu. Mais en réponse, la fille demande si son père, qui est toujours dans le royaume, croira cela. Quoi qu'il en soit, pour le bien de l'image du prince, elle dit qu'elle gardera cela secret, mais seulement si Siborom retourne immédiatement dans le royaume d'où il vient. Quelque temps plus tard dans le château de Rebelhomme, la princesse crie, demandant ce qui est arrivé à son père, surtout parce que malgré le fait que cela ne semble pas, il a tellement perdu de poids qu'elle a failli ne pas le reconnaître. Connaissant Diluc, la fille devient vraiment très sentimentale. Le seigneur, à son tour, dit qu'il ne peut pas donner tous les détails, mais la fille comprend qu'il a ses raisons. Au fait, Diluc dit qu'il a quelqu'un qu'il aimerait présenter à Cécilie. Le nom de cette personne est Louis, quelqu'un que même le seigneur reconnaît beau, et qui était aussi presque l'homme qu'elle a épousé il n'y a pas si longtemps. Logiquement, la fille demande de quoi parle son père, mais comme le héros a déjà refusé, il lui demande de ne pas s'inquiéter. Cécilie, à son tour, s'irrite, alors Diluc lui demande de ne pas le prendre personnellement. Alors que les filles et le groupe de Louis bouillent de colère, Cécilie réfléchit à une raison pour laquelle son père a proposé le mariage puisqu'elle connaît ses préférences. Par conséquent, elle se demande si le protagoniste pourrait être l'homme de ses rêves. Changeant de sujet, son père demande si Louis regrette de ne pas s'être marié maintenant qu'il a rencontré la princesse. Alors le héros réfléchit un moment, suscitant une grande anticipation. Mais bientôt, il répond qu'il ne l'aimait pas tant que ça car elle ressemble trop au seigneur à la joie des autres. Peut-être pour la première fois, Cécilie ressent ce que c'est d'être rejetée si directement. Elle dit que le protagoniste est intelligent et croit qu'il a refusé stratégiquement au début. Elle demande à Lewis d'enlever sa cape. Après tout, s'il est vraiment beau, les deux pourraient se marier. Lewis n'aime pas être mis sous pression et réaffirme qu'il n'a aucun intérêt pour elle, alors il demande à ne pas être dérangé. Traiter son père de laid et parler de manière informelle avec la princesse suffit à l'irriter.
Alors la fille ordonne à ses subordonnés d'abattre ce type. Mais tout cela faisait encore partie de sa stratégie pour que le protagoniste enlève sa cape, ce qui, malheureusement pour elle, n'a pas fonctionné car en un instant, les 2 gardes qu'elle avait envoyés ont été projetés contre le mur. Aux côtés d'Atrox, Violet déclare que la princesse ne pourra pas toucher Louis, et le héros est d'accord. Puisque les 2 gardes qu'elle a envoyés étaient les meilleurs du village, Cécilie se sent un peu intimidée. Et pour aggraver les choses, le père de la fille crie, demandant ce qu'elle pense faire. Diluc est très déçu que sa fille ait si maltraité l'invité qu'il a amené. Et pour que ce soit clair, il s'excuse directement auprès du protagoniste, qui accepte sans aucun problème. Comme les invités semblent surpris, le seigneur annonce qu'ils en resteront là pour le moment. Et assez humiliée, la princesse s'en va avec ses gardes. Cependant, avant de franchir la porte, la fille félicite au moins son père pour être rentré chez lui en toute sécurité. Ensuite, elle s'en va, et Dilip met rapidement ses mains sur son visage, ce qui fait que Lewis demande ce qui ne va pas. Malgré son apparence, l'homme se lève rapidement en disant qu'il va parfaitement bien. Au final, avant que le protagoniste ne parte, il y a un endroit qu'il doit visiter. Donc, comme il doit faire cela, il suggère au garçon de jeter un coup d'œil autour du village, ce qui, n'ayant rien d'autre à faire, le héros accepte naturellement. Le lendemain, tout le monde remarque que le temps est magnifique. De plus, le protagoniste Moon est vraiment bon car la brochette est délicieuse. C'est pourquoi il a demandé pourquoi il était suivi par la princesse comme une mouche dans la soupe. Puisqu'elle est une princesse, Lewis veut vraiment savoir si elle n'a rien de mieux à faire. Puis après avoir réfléchi un instant, la fille se souvient que le héros pourrait être l'homme de ses rêves. Et à cause de cela, elle se retient un peu, disant qu'elle fait cela parce qu'il pourrait être une personne dangereuse. Dans ce cas, le protagoniste lui dit de se sentir libre tant qu'elle garde ses distances. Par conséquent, la fille s'irrite et demande si le garçon la voit vraiment comme une mouche chassant la soupe. Cependant, son pied heurte une pierre au sol et perdant l'équilibre, elle commence naturellement à tomber. Heureusement pour elle, Cécilie tombe amoureuse du protagoniste comme dans un film romantique. Mais au lieu de l'attraper, ce que notre héros fait, c'est s'écarter, la laissant tomber au sol. Et au lieu de demander si elle va bien, Lewis lui rappelle ce qu'il a dit sur le fait de garder leur distance. Déjà assez ennuyée partout, Cécilie demande si c'est ce que vous dites à quelqu'un qui vient de tomber. Alors le héros place un tissu sur le nez qui saigne de la fille et explique que c'est pourquoi il lui a dit de ne pas le suivre. Pour le protagoniste, la fille est bien trop maladroite pour un adulte, alors il lui laisse le mouchoir. Et encore une fois, lui demande d'arrêter de le suivre car cela devient déjà ennuyeux. À la fin de cette conversation, les gardes demandent si la princesse va bien. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser était que jusqu'à présent, chaque homme qu'elle rencontrait était faux et plein de prétentions, ne montrant que son côté le plus poli. D'un autre côté, malgré la manière grossière du protagoniste, son comportement sans filtre était définitivement quelque chose qui rendait Cécilie de plus en plus curieuse. C'est pourquoi elle n'a pas écouté les conseils des garçons et a décidé de continuer à suivre le groupe peu de temps après. Étant donné toute la scène au centre, les citoyens étaient indignés de connaître l'identité de l'homme à la cape qui parlait si nonchalamment avec la princesse. À un certain moment, l'un d'eux a pensé à une bonne raison pour que Cécilie le suive. Puis il a rapidement décidé de partager sa conclusion avec les autres. La princesse a toujours été quelqu'un d'obsédé par les beaux hommes, à un niveau ridicule. Donc, si elle suit quelqu'un à ce point, cela ne peut signifier que l'homme sous le manteau est immensément beau. Naturellement, avec le temps, la nuit tombe, et de retour dans sa chambre au château. La princesse se plaint beaucoup de ne pas avoir pu voir Louis sous le manteau, même après l'avoir suivi toute la journée, surtout parce qu'elle reste curieuse de savoir si le garçon est vraiment beau. Pour calmer sa curiosité, Cécilie interroge sa servante sur les rumeurs concernant un héros. Et pour le bien de son ego, elle espère qu'il est quelqu'un de laid. Cependant, ce que rapporte la servante, c'est que, selon les rumeurs, Louis est en réalité un homme incroyablement beau. Après avoir entendu cela, la princesse se souvient que partout où elle allait, les gens la suivaient. Mais à un certain moment, même les citoyens ont commencé à reconnaître le héros. Et pour que les rumeurs soient si fortes qu'elles atteignent les oreilles de la princesse, son cœur bat plus vite que jamais. Parce que pour la première fois, Cécilie croit qu'elle va rencontrer quelqu'un de vraiment beau. Pendant ce temps, quelque part, un héros sent son oreille le démanger et en conclut que quelqu'un doit parler de lui. Le lendemain matin, tout le monde s'inquiète car il ne reste qu'une brochette. Le vendeur du stand doit donc s'excuser auprès de ses clients. Lewis, à son tour, a demandé si quelqu'un avait acheté avant eux, étant donné que la première chose qu'ils ont fait en se réveillant a été de venir directement ici. Encore un peu hésitant, le vendeur décide d'expliquer. C'était un fait que malgré tout, le groupe avait déjà mangé de nombreuses brochettes. Mais pour une raison quelconque, récemment, les Cocatrix n'étaient pas apparus autour du village comme ils le faisaient habituellement. Dans ce cas, le héros suggère d'en attraper pour le vendeur, mais il refuse désespérément, demandant si Lewis essaie de mourir. On dit que normalement, ces monstres sont chassés à l'aide de pièges, et que l'un d'eux vivant est dangereux car ils peuvent libérer des gaz toxiques sur d'autres personnes. Par conséquent, tout en offrant la dernière brochette, le vendeur demande simplement au garçon d'attendre un peu plus longtemps,
car il garantit que s'ils ont de la chance, ils pourront en attraper une dès le lendemain. Lewis semble très pensif à propos de tout ce qui a été dit. Et à la surprise du vendeur, il déclare qu'entendre cela ne fait que le rendre encore plus désireux de capturer le monstre. Après tout, si les brochettes stockées sont aussi bonnes, Lewis est excité d'en essayer une fraîchement grillée. Et malgré les avertissements du vendeur, c'est ainsi que le groupe se lance dans une autre aventure dangereuse, ce qui oblige pratiquement la princesse, qui observe tout de loin avec un soldat, à les suivre. Quelque temps plus tard, déjà dans la soirée, le groupe du héros traverse un champ rocheux tout en étant suivi par Cécilie. Les gardes de la princesse veulent savoir exactement où se trouve le Cocatrix parce qu'ils croient vraiment qu'il n'y en a pas. D'un autre côté, le héros ne voit rien non plus, mais Violet dit qu'ils sont au bon endroit. Soudain, la voix d'un chevalier se fait entendre, suggérant que toutes les personnes présentes devraient retourner au village maintenant car il se fait déjà tard. Il s'agit du capitaine des chevaliers de Rebelin, nommé Harbing. Étant donné que la princesse participe également à cette expédition, le capitaine fait remarquer qu'elle deviendra dangereuse à la tombée de la nuit. Mais malgré les conseils de Harbing, le protagoniste déclare qu'il ne reviendra pas. De plus, il se demande pourquoi ils sont suivis en premier lieu, disant que s'ils vont juste être ennuyeux, ils devraient partir. La princesse à son tour dit à Harbing que tout va bien. Cependant, le chevalier ne voulait pas supporter un tel manque de respect, et par conséquent, a tiré son épée pour achever le protagoniste avec une attaque. Du moins, c'est ce qu'il ferait en théorie. Mais à la dernière seconde, Arban s'est arrêté. Étant donné que le garçon n'a pas bougé d'un millimètre, le chevalier a demandé si Lewis avait remarqué qu'il n'allait pas réellement le frapper. Et juste le vent du mouvement de Arban fait couper les arbres autour d'eux. Cependant, la vérité était que Louis n'avait rien remarqué et paniquait réellement. Quoi qu'il en soit, Arban commente qu'il a entendu parler du protagoniste qui a vaincu certains de ses hommes pendant son absence. Il dit qu'il a épargné Louis par la miséricorde des chevaliers et lui conseille d'agir respectueusement envers la princesse à partir de maintenant. Il indique également clairement que la prochaine fois qu'il y aura un manque de respect, il mourra. Mais avant même que Arban ne s'en aperçoive, soudain, les deux filles du groupe du héros l'avaient maîtrisé. Violet dit qu'elle s'est beaucoup retenue jusqu'à présent et demande si le chevalier teste ses limites. Tout a commencé avec une demande en mariage pour leur Louis de Diluc. Mais lorsque le garçon a été présenté à Cécilie, cette même princesse a essayé de le tuer. Et maintenant, Yuna Harbing, qui était le chef des chevaliers, a osé pointer son épée sur Louis. C'est pourquoi, bien que Violet ait vraiment voulu tous les abattre, la punition du chevalier est un coup de pied bien placé d'Atrox au visage, fait par la miséricorde des fleurs. Quant au reste, Violet saisit son épée et tranche le sol, créant une rafale de vent terrifiante. Ainsi, elle avertit la princesse que personne n'a le droit de traiter le héros avec irrespect, et que les fleurs ne doivent être admirées qu'avec les yeux, ce qui a clairement montré qu'il s'agissait d'une sorte de menace plutôt que d'une simple demande, effrayant beaucoup Cécilie. Cela dit, les filles sont retournées voir le protagoniste, laissant la princesse seule. Rapidement, Harbing poignarde son épée dans le sol avec conviction et demande des ordres à sa majesté. Au début, la princesse ne comprend pas de quoi il s'agit. Alors Harbing explique qu'insulter sa majesté, c'est insulter tout le royaume de Rebelin. Par conséquent, tout ce que Harbing demande, c'est un ordre de son supérieur. Un ordre pour qu'il puisse se battre pour son honneur jusqu'à la mort. Soudain, le bruit de la gifle résonne dans toute la forêt. Harbing ne savait pas pourquoi, mais il venait d'être giflé par sa majesté. Les larmes aux yeux, Cécilie a exprimé que si le chevalier parlait encore une fois de mourir, elle le ferait de ses propres mains. La princesse tremblait parce qu'elle ne voulait pas avoir fait ça, alors Harbing a réussi à comprendre les sentiments de la fille et s'est excusé. De retour au point de vue du héros, il dit qu'il va bien mais demande pourquoi Violet ne l'a pas protégé dès le début. Atrox, à son tour, commente qu'elle a confiance dans les capacités de Louis, ce qui le laisse confus. Bien que le protagoniste ait l'air aussi faible qu'un squelette inutile, la fille lui rappelle qu'il a des pouvoirs de super régénération. Alors logiquement, Louis se met en colère mais ne fait rien parce qu'il sait qu'il va perdre. Quoi qu'il en soit, le héros appelle simplement les deux à reprendre la recherche jusqu'à ce que le sol commence à trembler comme lors d'un tremblement de terre. Un peu plus loin, les gardes crient de se préparer au combat, et Harbin s'occupe de la princesse. Maintenant, il était déjà trop tard. Violet tire son arme, et ainsi le groupe attend que le bruit se révèle depuis la forêt. Tout d'abord, de plus petits animaux commencent à sortir, traînant presque le protagoniste avec eux. Un garde royal est confus à ce sujet, mais son partenaire lui crie de rester alerte, surtout parce que soudain un gorille géant apparaît tout aussi désespéré que les autres. Lorsque Lewis était déjà prêt à courir, Atrox lui a demandé de regarder attentivement. Ce gorille, qui semblait être la plus grande menace, pleurait. Et de l'intérieur de la forêt, une langue énorme mais précise a jailli comme un fouet jusqu'à ce qu'elle atteigne le monstre, le perçant comme une brochette. Il n'était pas clair que le groupe avait trouvé l'animal délicieux qu'il cherchait. Mais personne là-bas ne s'attendait à ce que l'apparence d'un cocatrix puisse être si intimidante. Bien que le monstre lui-même soit effrayant, quelque chose d'autre a attiré l'attention des soldats. C'est parce qu'avec le premier, il y en avait d'autres tout aussi effrayants.
Les Cocatrix ont toujours été connus pour le trait clair d'être des monstres solitaires. Il était donc insensé qu'il y en ait autant partageant le même espace, agissant presque par instinct, Arban crie pour protéger la princesse. Et étant le garde le plus fort, il affronte le premier sur les lignes de front. Rapidement, l'attaque arrive, et le chef des chevaliers parvient à se défendre, mais avec beaucoup d'efforts. Alors la princesse demande si Arban va bien. Indépendamment de son état, le chevalier déclare qu'il ne laissera pas le monstre faire un autre pas vers la princesse. Il ajuste sa posture pour exécuter sa technique secrète, qui est son atout maître. Et en ce moment, le monstre s'approche. La technique que le chevalier appelle la belle balançoire d'épée entre en jeu. Le monstre rugit, essayant d'intimider son adversaire, mais le chevalier crie en retour avec encore plus de détermination. Ainsi, Arban sort victorieux, parvenant à frapper la bête en premier. Dès que le monstre tombe au sol, tous les soldats chargent pour profiter de l'occasion. Alors le Cocatrix voit toute sa vie défiler devant ses yeux. Il y a quelque temps, ce monstre est né dans une bonne famille de Cocatrix. Bientôt, il a grandi, devenant jeune et comme tout jeune, plein de vigueur. À un certain moment de sa vie, la chance lui a souri, le bénissant avec un bon partenaire qu'il aimait plus que tout au monde. Tout s'est bien passé jusqu'à un jour spécial, le monstre a décidé de demander son compagnon en mariage. Mais pour une raison quelconque, le poulet mutant qui était son âme sœur jusqu'à présent a refusé. Le Cocatrix s'est effondré au sol en larmes, voulant savoir pourquoi il était rejeté. Pendant tout ce temps, les deux avaient déjà chassé ensemble et même partagé des vers. Mais ce que son ex a dit ce jour-là, c'est que l'ancien petit ami ne faisait pas attention. Parce qu'elle avait déjà dit plusieurs fois qu'elle était allergique aux vers et épuisée, elle l'a laissé pleurer au bord de la mer. Tous ces souvenirs sont revenus quand les épées des soldats se sont approchées. Alors le monstre a commencé à avoir une crise existentielle, les gardes ont attaqué sans pitié, ce qui les a rendus très excités de pouvoir vaincre un Cocatrix. Avec enthousiasme, ils ont crié que la princesse pouvait maintenant se reposer tranquillement, rendant Arban fier au point d'attirer l'attention de Lewis pour montrer à quel point les chevaliers de Rebelin sont puissants. Cependant, du côté du héros, tous les autres du groupe avaient déjà été vaincus. Alors Arban a dû admettre que le groupe de Lewis était composé de monstres. Maintenant, la prochaine étape serait le village, mais le monstre vaincu a soudainement refait surface, et derrière la princesse, a libéré un nuage dense de poison. Le gaz a rendu impossible de voir devant pour le capitaine de nuit. Et si c'était déjà difficile pour quelqu'un d'aussi bien entraîné, pour Cécilie, qui en a accidentellement inhalé un peu, c'était encore pire. Cependant, juste au moment où elle était sur le point de s'évanouir, les pieds d'un squelette ont traversé le brouillard, et les mains de Lewis ont couvert la respiration de Cécilie pendant qu'il demandait doucement des nouvelles de la jeune fille. Allant droit vers la bête devant, le protagoniste interpelle le monstre. Il se demande pourquoi il a attaqué la princesse par derrière comme un lâche, une princesse qui est inutile, faible et n'est rien d'autre que des ennuis. Lewis dit qu'il l'appelle une princesse, mais tout ce qu'elle fait, c'est gaspiller de la nourriture, ce qui rend Cécilie de plus en plus mal à l'aise. Cependant, déclarant que même les monstres devraient avoir du bon sens, le héros se demande qui lui a permis d'agir de manière aussi irresponsable et si la bête pense que le monde tourne autour d'elle. C'était un point délicat puisque c'était exactement ce que son ex a dit quand elle l'a quitté. Le niveau de stress de ce Cocatrix a dépassé toutes les limites. En pleurant, il a chargé en avant, disant que les humains ne pourraient jamais le comprendre. En courant, tout ce que le monstre pouvait penser était que personne ne pouvait comprendre son amour. Mais dès que son énergie s'est complètement évanouie, il s'est finalement effondré, vaincu. Les gardes ont rapidement vérifié et confirmé que le monstre avait cessé de respirer. Alors comprenant cela comme son propre échec, le chevalier n'arrivait pas à saisir comment Lewis savait que la bête était déjà à son dernier souffle. De plus, pour contrôler une telle force, il croit que peut-être ce niveau de sang-froid pourrait être normal pour quelqu'un comme lui. Mais maintenant, Arming est également curieux de savoir quel genre de pouvoir quelqu'un comme Lewis a. Alors que le héros se jette un peu d'eau au visage, Cécilie apparaît, demandant ce qu'il veut. Pour une raison quelconque, la princesse ne comprend pas que Lewis s'était jeté dans le gaz toxique pour la sauver. Et maintenant, en y pensant, le protagoniste ne sait pas pourquoi il n'a pas été affecté. Quoi qu'il en soit, Cécilie continue et dit qu'à cause des actions de Lewis, elle garantira tout ce qu'il voudra. Mais le protagoniste répond simplement en la traitant d'impoli. Après tout, quand quelqu'un vous sauve la vie, vous devriez dire merci, et non demander ce que la personne veut. Alors Lewis demande à la princesse impolie d'écouter attentivement. Désormais, à sa surprise, il lui demande de se mêler de ses affaires. Et ainsi le groupe part, emmenant les monstres pendant que Lewis dit que c'est ce qu'il veut. Après quelques secondes, Cécilie crie, affirmant qu'elle n'a jamais dit qu'elle était intéressée par lui. Très irritée par toute cette confiance, elle demande à Arban si elle ressemble à quelqu'un d'intéressé par ce fou. Et elle se plaint, disant qu'elle est la plus belle femme du monde et n'est intéressée par personne, tandis que le chevalier apprécie simplement la scène. De retour au village, en raison de la salle massive du protagoniste, le dîner est servi en abondance. Diluc est l'un de ceux qui profitent de l'occasion pour manger beaucoup. Mais les filles du groupe du héros lui disent d'arrêter de faire des bruits bizarres parce que cela leur gâche l'appétit.
Étant donné cela, le père de Cécilie interroge le protagoniste qui mange beaucoup plus désespérément. Mais, évidemment, pour ces femmes amoureuses, toute erreur que Lewis commet est en fait un succès. De retour aux affaires importantes, le héros demande où Diluc a été tout ce temps puisqu'il a dit qu'il serait absent brièvement. Alors l'ancien seigneur dit qu'il a traversé des moments difficiles, après avoir un peu lutté, remercie notre héros. Parce que c'est grâce à lui que le village est aussi heureux qu'il l'est maintenant. Et plus que cela, Diluc remercie Lewis d'avoir sauvé la vie de sa fille, qui est celle à laquelle il tient le plus. Puisqu'il est si reconnaissant, le protagoniste demande à recevoir la carte. Mais Diluc dit que Lewis l'a déjà, ce qui l'agace un peu, interprétant que le vieil homme ne la remettra pas. Pour expliquer, l'ancien seigneur essaie de clarifier ce qu'est la carte, mais le héros commence à parler aux filles de la nourriture. Alors à la fin, Dilip abandonne d'essayer de parler au protagoniste, croyant que c'est une perte de temps. Alors que le banquet se déroule à l'intérieur du village à l'extérieur, un homme appelle son seigneur, et il annonce qu'il s'est assuré de préparer cela comme demandé. Ainsi, ce seigneur nommé Slim appelle ses subordonnés à se diriger directement vers le village de Rebelin, qu'il prétend être son lieu légitime. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.